Collègues. Alors, nous recevons aujourd'hui les représentants du ministère de la Culture et de ses opérateurs concernés par notre commission d'enquête. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Irène Basilis, haute fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture. Bonjour Madame. Monsieur Jean-Philippe Thiellet, président du Centre national de la musique, et Madame Corinne Sadki, directrice chargée de l'égalité et de l'inclusion. Bonjour à vous deux. Madame Gwenola David, directrice générale du Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Bonjour Madame. Madame Catherine Tsekenis, directrice générale du Centre national de la danse. Bonjour Madame. Et Monsieur Christopher Miles, directeur général de la création artistique du ministère de la Culture. Bonjour monsieur. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs, dans le secteur du spectacle vivant notamment, mais plus largement dans la mode, etc. Nous souhaitons vous entendre sur les actions mises en œuvre au cours de ces dernières années en la matière et sur le bilan que vous en tirez aujourd'hui. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale, vous en êtes bien informés. Et avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges durant environ 2 heures, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à ouvrir votre micro, à lever la main droite et à dire « je le jure » de manière successive. Merci. Monsieur Mille. Je le jure. 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 Merci. Je vous propose de vous laisser la parole pour un propos liminaire si vous le souhaitez. Qui souhaite commencer? Monsieur Matz. Merci Madame la Présidente. Je souhaite d'abord remercier les parlementaires pour la qualité et l'exhaustivité du travail que vous avez déjà mené et que j'ai pu observer en lisant ou en regardant les auditions qui ont été mises en place. Je voudrais par ailleurs aussi saluer le travail qui a été conduit par la mission sur les violences sexuelles sexistes menée dans le cadre de relations d'autorité et de pouvoir, qui est aussi déjà très éclairante. Indiquer que nous serons évidemment à l'écoute des propositions législatives et réglementaires que vous serez amené à faire à l'issue, et même des autres propositions d'ailleurs que vous serez amené à faire à l'issue de ces auditions, et dire que pour ce qui concerne le ministère de la Culture et plus particulièrement la Direction générale de la création artistique dont je m'occupe, nous avons dépassé le stade de la prise de conscience dont je vais parler et que nous sommes en effet passés à l'action. Je voudrais dire également que ce travail s'inscrit dans une politique plus générale d'égalité des chances, d'égalité entre les genres, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité et de l'inclusivité, dont fait évidemment partie cette politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Saluer également le travail que nous conduisions étroitement avec la haute fonctionnaire en charge, successivement Agnès Salle et maintenant Madame Basilis, mais aussi avec mes collaborateurs au sein de la Direction générale de la création artistique, mon adjointe, Sophie Zeller, et la chargée de mission qui s'occupe de ces questions au sein de ma direction, Madame Carole Robin. Pour ce qui concerne la prise de conscience, il me revient d'abord d'indiquer que dans ce secteur particulier de la création artistique se combinent différents paramètres qui sont connus pour favoriser les violences sexuelles et sexistes. Le premier, évidemment, le rapport spécifique au corps, qui est un instrument de travail qui est mis en jeu par les danseurs, par les acteurs, par les musiciens, et qui conduit d'ailleurs souvent, pour ce qui concerne plusieurs de ces professions, par les artistes des arts visuels aussi, aussi bien dans le cadre de la performance que dans le cadre de la préparation de leurs expositions, qui conduit donc à l'exposition de l'intimité et de la sensibilité dans un cadre de travail qui lui-même prête à la dispersion et à la multiplicité des employeurs, et donc qui prête, je pense, à un assujettissement plus grand et à des situations de domination plus importantes. Je pense aux 125 000 intermittents, je pense aux artistes-auteurs qui sont eux-mêmes souvent placés dans des situations d'infériorité manifeste. Récemment, une enquête qui a été menée par les jeunes scénaristes a d'ailleurs montré leur exposition particulière à ces violences.
Je crois aussi qu'il faut mentionner l'importance des réseaux dans un monde du travail qui repose beaucoup sur la cooptation, la reconnaissance et des relations de maître à disciple pour travailler et progresser dans la carrière. Le fait aussi que les conditions même de travail peuvent se prêter à des situations à risque dans ce domaine. Je pense évidemment au travail de nuit et le soir, je pense à la fréquence des déplacements, tournées, tournages, à l'hébergement des équipes sur un même lieu loin du domicile, ou à la possibilité, par exemple pour les artistes plasticiens, d'avoir les travails en résidence qui les éloignent de leur domicile et de la proximité de leur famille et d'un environnement sécurisé. Je pense également à ce qu'on peut appeler la porosité entre vie professionnelle et vie personnelle, avec un ensemble d'événements périphériques qui peuvent avoir lieu autour des manifestations artistiques, pour rencontres informelles, qui elles-mêmes se prêtent aussi à des situations génératrices de violence. Je pense enfin évidemment au risque d'emprise qui peut se développer dans des situations d'abus d'autorité et de pouvoir, situations qui peuvent d'ailleurs commencer dès la formation initiale, ce qui nous amène d'ailleurs à reconsidérer aussi les méthodes pédagogiques et les méthodes d'enseignement. Dans ce contexte-là, la question est de savoir comment est-ce que nous pouvons mesurer ces violences. On va en parler, on va y revenir. Il a été nécessaire pour cela que nous puissions disposer de chiffres. Et les premiers chiffres commencent à arriver, mais ils sont évidemment, à ce stade, notoirement insuffisants. Néanmoins, sur la base des 2 cellules d'écoute qui existent au ministère de la Culture, celle qui est mise en place par le ministère de la Culture et sous-traitée à RSE Concept, et qui touche donc près de 30 000 personnes dans nos établissements sous tutelle et près de 37 000 étudiants des écoles d'art nationales et territoriales. Nous pouvons dire qu'en 2023, 232 signalements ont été reçus par la cellule, 207 traités, 67% des signalants sont les victimes, 9% les témoins, 19% l'institution et 2% des mises en cause. La moitié des signalantes et signalants sont des agents titulaires du ministère. Et le harcèlement moral concerne 40% des signalements, les discriminations 13%, et les violences sexuelles excessistes représentent 11% de ces signalements, 5% concernant le harcèlement sexuel. Pour ce qui concerne la cellule d'écoute audience, qui a été créée en 2020 à l'initiative de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, et du ministère de la Culture, qui est gérée par Audience, et qui depuis 2023 a été étendue au secteur des arts visuels. Ce service est destiné aux victimes ou témoins spécifiquement victimes de violences et harcèlements sexuels et sexistes. Elle est gratuite, anonyme et chargée de proposer des conseils à tous les professionnels du secteur concernés, aussi bien en termes juridiques et psychologiques. Depuis sa création et jusqu'à fin 2023, elle a reçu 975 appels téléphoniques, dont 546 en 2023, ce qui manifeste une très nette montée en puissance qui montre que cette politique permet aussi de libérer la parole et de mettre en évidence des situations qui jusqu'à présent n'étaient pas prises en considération. 65% des appelants viennent du spectacle vivant, 29% du spectacle enregistré, 4% des artistes auteurs, 2% des arts visuels, 242 accompagnements ont été proposés, sachant que 27% des appels sont des demandes d'information sur la cellule, 17% sont des témoins. Les victimes sont à 86% des femmes, 52% des signalements concernent des agressions physiques et 48% des attitudes ou propos sexistes et sexuels. Les suites juridiques connues à ce stade, après conseil juridique avec les avocats, débouchent sur 12 procédures pénales enclenchées, une procédure prud'homale entamée, 2 mesures de sanctions prises par l'employeur, 2 mises en demeure adressées à des employeurs en 2022 et 15 employeurs qui ont exprimé l'intention d'intenter une action. Pour ce qui concerne les politiques publiques qui ont pu être mises en œuvre depuis la décision prise par la ministre Roselyne Bachelot d'engager une politique résolue de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ça s'est traduit, comme je vous l'ai indiqué, par 2 plans échelonnés. Un premier début 2022 pour l'ensemble du secteur du spectacle vivant, un second début 2023 pour l'ensemble du secteur des arts visuels. Il s'agit d'abord d'encourager à la libération de la parole par les dispositifs d'écoute et d'accompagnement. J'en ai parlé avec les 2 cellules d'accueil et de conseil qui ont été mises en place. Le pilier essentiel repose sur la conditionnalité des œuvres. Je n'y reviendrai pas pour le Centre national du cinéma, puisque je pense que vous avez eu l'occasion de l'examiner de manière particulièrement approfondie avec notamment M. Olivier Rard. Je pense que les différents centres de ressources qui sont ici auront l'occasion de vous exposer leur politique. Je m'en tiendrai donc à ce qui concerne le ministère de la Culture et ma direction.
ainsi que les directions régionales des affaires culturelles qui appliquent l'ensemble des recommandations qui ont été mises en place donc à la suite du plan d'action décidé fin 2021 et appliqué à compter de 2022 par la ministre Roselyne Bachelot. La conditionnalité des aides fonctionne de la manière suivante. Toute structure qui reçoit une aide du ministère de la Culture doit respecter 5 engagements. Se mettre en conformité avec les obligations légales en matière de santé, sécurité et harcèlement sexuel. Deuxièmement, former la direction, les encadrants, les responsables RH et les personnes désignées référentes au recueil de la parole et à la gestion des situations de VHSS. Troisièmement, sensibiliser les équipes et organiser la prévention des risques. Quatrièmement, créer un dispositif de signalement efficace et traiter chaque signalement reçu. Et cinquièmement, engager un suivi et une évaluation des actions en matière de VHSS. Concrètement, dès la demande de subvention, mais aussi au moment du bilan, les demandeurs doivent télécharger et remplir un formulaire qui contient des demandes d'informations précises sur l'état des lieux de la formation, sur les formations réalisées. Par exemple, les certificats de formation doivent être fournis. Si un soutien est accordé, les engagements qui sont pris sont repris dans la convention de subvention. Par ailleurs, les structures non subventionnées par le ministère de la Culture sont invitées à signer une charte pour la lutte contre les VHSS. Je pense ainsi particulièrement au comité des galeries d'art, qui est par définition un secteur non subventionné par le ministère, qui a récemment mis en place ce type de charte. Si on fait un premier bilan à fin 2024, plus de 10 000 formulaires ont été renseignés depuis le lancement de la conditionnalité en 2022, mais toutefois les difficultés demeurent. Il nous semble qu'à l'aune de ce que nous pouvons constater aujourd'hui, si les démarches de sensibilisation, de formation et de prévention sont de nature à mettre en place un environnement plus sécurisé pour les personnes, à permettre de mieux libérer la parole, un besoin d'accompagnement plus net se fait au jour, à la fois pour les victimes, mais aussi pour les très petites entreprises, qui sont aussi une caractéristique de ce secteur du spectacle vivant et de la création artistique, lorsque les cas de VHSS surviennent, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Ça concerne les prestations de conseil juridique, les prestations de médiation, mais aussi, et c'est très important, l'accompagnement des enquêtes de situation qui doivent être conduites et qui nécessitent bien souvent, les structures étant d'ailleurs en plus très petites, la nécessité de recourir à des intervenants extérieurs. Nous avons dans ce cadre-là une réflexion à mener, sachant que je m'entretenais pas plus tard qu'hier avec 2 responsables du spectacle privé lors du lancement du plan Cabaret par la ministre de la Culture. L'un d'eux me disait qu'il était justement confronté à une situation compliquée de harcèlement dans son entreprise et qu'il devait diligenter une enquête qu'il a fait, c'est bien normal, appel à un cabinet externe et que la prestation allait lui coûter la bagatelle de 14 000 €, ce qui à l'échelle de ce type d'entreprise n'est évidemment pas négligeable. Une autre, qui est une importante directrice de théâtre privé, m'a indiqué qu'elle a mené jusqu'à son terme une procédure d'enquête, que l'ensemble des éléments, s'ils n'étaient pas suffisamment probants pour justifier un licenciement pour faute grave, l'avait néanmoins conduite à décider de se séparer du collaborateur qui était mis en cause, et ça s'est terminé par 60 000 € d'indemnisation au prud'homme. Donc je vous donne une idée effectivement des difficultés que peut représenter la mise en place de cette politique. Par rapport à cela, nous nous sommes évidemment aussi rapprochés d'acteurs ressources pour accompagner cette politique. Nous avons ainsi encouragé l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences du secteur du spectacle vivant, à construire une offre de formation adaptée, spécifique au VHSS. Nous nous sommes également rapprochés d'Uniformation, qui est le 2e opérateur de compétences de formation du secteur, pour ouvrir l'accès des formations AFDAS aux adhérents d'Uniformation, qui concernent principalement les arts visuels. Comme vous le savez, nous sommes également financeurs majoritaires de la cellule d'écoute audience étendue aux arts visuels, comme je vous l'ai indiqué, mais nous avons également aussi encouragé les organisations professionnelles syndicales et têtes de réseau à mettre en place des référents et des politiques fléchées au sein de leur structure. Je ne vais pas développer tous les outils qui ont été mis en place. Je crois qu'Ecocène, pas plus tard qu'hier, a pu vous témoigner sur ce qu'ils avaient pu mettre en place pour accompagner leurs adhérents. Le Syndéac, qui est le syndicat d'employeurs du secteur public, a mis en place un certain nombre de dispositions pour expliciter les accords d'entreprise qui ont été passés. C'est aussi très important, puisque 2 importants avenants aux accords d'entreprise de la CCNEAC, celle des entreprises culturelles publiques, et du spectacle vivant, ont été mis en place à la suite, et je dirais même presque en enchaînement presque simultané, puisque en réalité la FESAC s'était déjà
très fortement mobilisés dès 2020 sur ces questions, ont mis en place des accords d'entreprise. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il nous semblera important que le CNPS, qui est la structure de concertation sur l'ensemble des employeurs et des salariés du spectacle vivant, et dont j'assure le secrétariat du bureau, se saisisse de ces questions, particulièrement au sein de sa formation santé et sécurité au travail, qui est l'une des commissions qui va être amenée à travailler très prochainement sur ces questions et que nous allons installer. Je pense que nous allons en confier la responsabilité à l'administratrice du Festival d'Avignon que vous avez rencontrée récemment, Ève Lombard. Par ailleurs, donc je ne reviens pas sur ce que pourront développer le Centre national de la danse et les différents établissements ressources du ministère. Nous avons également engagé un dispositif d'accompagnement et de lutte contre les VHSS dans l'enseignement supérieur culture, avec également le souci d'engager un dialogue sur l'enseignement spécialisé, puisque c'est dès le conservatoire, dès les premiers gestes, dès les premières relations avec des mineurs que peuvent s'instaurer des relations qui peuvent être toxiques et qui amènent à un rapport au corps qui n'est plus admissible et plus admis dans nos sociétés actuelles. Nous avons donc demandé à ces établissements d'accroître les campagnes de sensibilisation au consentement au sein des établissements, de mener des opérations de communication afin de donner une pleine visibilité aux dispositifs déployés, références, cellules d'écoute, etc. Et nous accompagnons l'ensemble des écoles nationales dans la déclinaison des dispositifs ministériels que j'ai évoqués. Par ailleurs, je voudrais également indiquer que pour les établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture, ils sont régis par les mêmes dispositifs ministériels de signalement et de traitement des faits de VHSS. Ils ont donc également accès à la cellule d'écoute externe de signalement du ministère qui est gérée par ce concept. Nous avons, vous le savez aussi, un comité interdisciplinaire de suivi des signalements qui est placé sous l'autorité de notre secrétaire général et qui a pour objectif de s'assurer que chaque signalement donne lieu à un traitement dans un délai raisonnable. S'agissant des EPIC, établissements publics industriels et commerciaux, si ceux-ci sont autonomes dans l'organisation des procédures disciplinaires à l'encontre de leurs agents, ils sont également concernés par la procédure de recensement ministériel et un renforcement de ce suivi est prévu dans la feuille de route de la DGCA pour fluidifier les remontées d'informations en provenance de ces établissements. Tous se sont dotés de référents VHSS en interne et se sont formés. Tous ont relayé auprès de leurs équipes les informations concernant la lutte contre les VHSS et ont déployé des formations. Je ne reviendrai pas sur les deux conventions collectives, mais il faudra effectivement que nous puissions en faire le bilan. Concernant la conditionnalité des aides, le 5e volet qui porte sur la nécessité d'établir un bilan annuel va nous permettre, à l'issue de la première campagne de mise en œuvre et de la deuxième, 23 et 24, de commencer à consolider des remontées d'informations que nous allons également mettre en place en relation avec la haute fonctionnaire du ministère. Pour conclure, je dirais que à l'issue de cette première phase de déploiement de cette politique, je ne sais pas si nous pouvons estimer que nous avons atteint l'ensemble des objectifs. On peut estimer que sur ce qui concerne la sensibilisation et la formation, en tout cas, ils sont en passe de l'être. Pour ce qui concerne la prévention et le développement d'un environnement de travail sain et sécurisé, il va falloir que nous soyons en mesure de mesurer précisément si c'est le cas. En ce qui concerne la libération de la parole, nous en voyons aujourd'hui les premiers indices. Il nous reste maintenant à développer une politique d'accompagnement plus ferme auprès des institutions, à leur donner également les moyens, quand elles sont trop petites, de pouvoir disposer de dispositifs qui les aident dans les enquêtes internes et qui les aident dans l'accompagnement juridique. Il nous faut également déployer, quand c'est possible et quand c'est nécessaire, une politique d'accompagnement des victimes, afin que la parole des victimes ne soit plus, comme c'est parfois encore le cas aujourd'hui, un problème, mais vraiment un cas à traiter impérativement dans l'ensemble de nos entreprises. Je vous remercie. Merci, Madame Bazilis. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Je me joins à Christopher Maille pour vous remercier des travaux que vous faites, que j'ai aussi beaucoup suivis, qui sont extrêmement éclairants, même si un certain nombre de sujets sont connus. Donc, en tant que haute fonctionnaire, j'ai pris mes fonctions récemment, au début septembre.
dont je vais vous résumer très rapidement, parce que le sujet, c'est quand même aujourd'hui votre commission d'enquête, mais l'idée de ce haut fonctionnariat est de piloter, définir la politique interne du ministère et aussi externe vers ses opérateurs et vers l'ensemble des réseaux et des acteurs pour promouvoir l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations. Donc de ce point de vue-là, je suis amenée à participer à des travaux interministériels dans ces deux domaines et évidemment à construire autant que de besoin les politiques du ministère avec quand même depuis 2017 un engagement fort du ministère de la Culture à travers ces labellisations AFNOR, égalité, diversité, qui ne sont pas des médailles, qui sont des engagements à renouveler, à réinterroger régulièrement avec des points à date de renouvellement, d'audit de mi-parcours qui permettent aussi de mesurer un petit peu les avancées et les points d'achoppement sur telle ou telle dimension. Donc c'est un engagement pour moi collectif. Je pense qu'il faut aussi assumer d'être très modeste par rapport à ces enjeux. Ça ne peut pas être le fait d'un seul fonctionnaire ni d'un seul service. Il y a évidemment la nécessité d'un engagement collectif. C'est tout le travail que je mène puisque pour moi l'important est de travailler dans le collectif et dans la coopération avec l'ensemble des services, y compris les services déconcentrés du ministère, bien sûr, qui sont aux avant-postes souvent du contact avec les opérateurs de terrain, mais évidemment avec les établissements publics et avec l'ensemble des secteurs, dans la mesure où je suis aussi à même d'être en contact avec à la fois les fédérations, les syndicats ou les organisations professionnelles, mais aussi parfois directement avec des personnes, puisque je suis moi aussi un endroit d'écoute. Donc j'ai aussi l'occasion, parce qu'il est important de ne pas fermer la porte quand quelqu'un veut s'exprimer sur ces sujets aussi difficiles. Donc je suis aussi amenée à être un endroit d'écoute, évidemment par rapport aussi aux associations ou aux initiatives qui permettent de fédérer parfois des problématiques et de rendre compte aussi de besoins d'écoute, mais aussi de solutions. Et c'est très important pour pouvoir effectivement mener à bien des chantiers pour aller plus loin. Donc aujourd'hui, sur la table, en dehors des questions de diversité, il y a un plan d'action diversité qui est en travail au ministère de la Culture, en lien avec la labellisation AFNOR et qui va concerner évidemment l'ensemble des actions du ministère en interne pour ses agents, mais aussi rendre compte d'actions en matière de diversité tournées vers l'extérieur. Il y a évidemment la poursuite de la disposition, enfin de l'élargissement de la labellisation AFNOR à d'autres établissements publics. Et il y a aussi un réseau de référents et de référentes de prévention de discrimination sur lequel il convient de travailler de façon plus dynamique avec effectivement, en dehors des lettres de mission qu'ils ont pu recevoir et du travail qu'ils sont déjà amenés à faire soit dans les établissements publics, soit dans les services du ministère, comment justement travailler mieux avec eux au repérage et à la veille qu'ils peuvent avoir sur toute forme de discrimination. Aujourd'hui, le travail qui peut vous intéresser, c'est effectivement celui qui a été demandé par la ministre de la Culture le 25 novembre dernier pour travailler sur un plan de lutte renforcé en matière de VHSS. Je ne reviendrai évidemment pas sur ce qu'a dit Christopher Miles. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de dispositions sont aujourd'hui à l'œuvre, qu'elles soient à l'initiative du ministère avec effectivement des opérateurs essentiels comme peuvent l'être Audience ou l'AFDAS, mais aussi avec des opérateurs comme le CNM ou le CNC. Mais il y a aussi évidemment des initiatives de la part des secteurs eux-mêmes qui sont à prendre en compte, que ce soit des syndicats ou que ce soit des réseaux, des fédérations de réseaux. Et ça, c'est très important. Mais évidemment, il est nécessaire quand même d'aller plus loin. Et je pense qu'il y a aussi à repositionner la responsabilité, à la fois les responsabilités d'ailleurs, responsabilité d'employeur, parce que le travail artistique ne justifie pas tout et qu'il y a quand même ce rapport au travail dont il est fortement question dès lors qu'on parle de santé et sécurité au travail. Donc il faut remobiliser les responsabilités, mais aussi les responsabilités collectives. Et en ça, je pense qu'il y a à massifier davantage les formations. Donc ce plan est en cours d'élaboration. Il sera proposé à la ministre courant février de façon à pouvoir être porté et déployé à partir de mars, et évidemment plutôt le 8 mars. Il est question aussi d'élargir à des nouveaux secteurs les possibilités d'accès à la cellule d'écoute ou l'obligation de formation.
Christopher parlait des conservatoires et plutôt de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire les conservatoires de ville ou ceux qui peuvent être classés par le ministère mais qui sont plutôt en gestion des collectivités. Il y a évidemment une réflexion à avoir sur, d'une part, les critères de classement du ministère de la Culture, mais aussi comment travailler sur des outils qui peuvent être effectivement à la main des directions de conservatoires et des collectivités concernées pour travailler sur soit des guides, soit des chartes, et là aussi réfléchir à la nécessité de formation. Alors là, effectivement, il faudra qu'on puisse dialoguer avec le CNFPT pour avoir le bon interlocuteur de la formation en matière de la fonction publique territoriale, mais il nous semble nécessaire d'aller aussi vers ces questions de formation et d'identification de référents pour justement prendre à bras-le-corps les questions qui vous ont été exposées à plusieurs reprises et qui sont très importantes, évidemment d'autant plus que là, on a affaire à un rapport avec des enfants, avec des mineurs, mais qui, on l'a vu aussi, on le sait, peuvent impacter la vie professionnelle d'artistes dans la durée. Donc, il y a la nécessité que nous puissions finaliser ce plan sous différents axes. La question, évidemment, est de mieux prévenir et de former plus massivement, mais aussi de mieux repérer et d'encourager vraiment au signalement. Il y a évidemment, dans la culture comme dans d'autres domaines, un phénomène de silence autour de ces questions, aussi à cause de la précarité et des contrats et des projets. Il y a la nécessité de traiter plus rapidement, Christopher l'a évoqué, et d'être plus efficace dans la prise en charge une fois le signalement opéré. Et évidemment, la question des sanctions et de l'accompagnement des victimes est au cœur de la réflexion, y compris d'ailleurs avec les opérateurs dont j'ai parlé, et notamment Audience en ce qui concerne les victimes. Voilà, donc je suis prête à répondre à toutes vos questions, mais en très gros traits, le rôle que je peux avoir et aussi la nécessité pour moi d'engager vraiment un collectif autour de ces questions. Vous voulez enchaîner? Je vous laisser gérer la... Allez-y, monsieur Tenet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs. Le Centre national de la musique, vous le savez, est un établissement public opérateur du ministère pour l'ensemble du champ musical et des variétés, c'est-à-dire l'humour, les cabarets, sous la tutelle de la Direction générale des médias et des industries culturelles et de la Direction générale de la création artistique. L'établissement est né le 1er janvier 2020 en vertu d'une loi qui lui demande à l'établissement de veiller à l'égal accès des femmes et des hommes aux professions de la filière musicale. Et c'est à partir de ce fil-là, plus naturellement l'idée qu'un établissement public est là pour respecter la loi et pour aider à ce qu'elle soit respectée, que nous avons cherché dès le premier jour, je dirais, à prendre ce sujet à bras-le-corps. Alors, on l'a pris avec beaucoup de volonté, mais aussi avec la conviction que c'est un sujet sur lequel il faut être très humble face aux capacités d'action d'un établissement public, parce que c'est toutes les caractéristiques que le directeur général et la haute fonctionnaire ont décrit, un milieu où il y a beaucoup de TPE, PME, donc peu de services RH, souvent des équipes extrêmement limitées, une autocensure, de la peur des représailles, la fragilité non seulement des structures mais aussi des situations personnelles. Mais la volonté politique que j'évoque, elle a été fortement ancrée par la conviction qu'il fallait vraiment impulser un changement culturel et que l'établissement qui a, si je laisse de côté la crise du Covid qui a complètement créé une parenthèse, je dirais, dans les 5 premières années de la vie de l'établissement, la conviction aussi que par la concertation permanente avec les professionnels, par les outils réglementaires dont ils disposent, par les outils financiers également dont ils disposent, qu'il avait un champ assez libre pour commencer à impulser ce changement culturel. Je dis assez libre parce que le CNM a succédé au Centre national de la variété, de la chanson et du jazz, dont le bilan sur ces sujets-là était assez modeste, je dirais, parce qu'il y avait sûrement des tas d'autres sujets à traiter. Mais dès lors que la loi nous le demandait, et en plus de nos propres convictions, il fallait y aller très résolument. Alors, on a pris le sujet par différents aspects. D'abord sur l'aspect gouvernance, concertation. Évidemment, toutes les instances sont paritaires. Ça n'a qu'un lien indirect avec la prévention, la lutte contre les violences et le harcèlement. Mais quand on parle de changement culturel, c'est bien globalement qu'on agit.
parce que, donc, pour les instances, le décret le prévoit, mais aussi parce qu'on a rendu paritaire toutes les commissions de professionnels qui émettent des avis sur des dossiers. On nous avait dit, vous n'y arriverez pas parce que c'est un milieu très masculin, très misogyne, vous n'arriverez jamais à trouver 50-50 pour les commissions de professionnels. On leur a dit qu'on allait essayer, on y est arrivé. On a monté un comité stratégique qui est un comité de concertation avec tous les professionnels qui souhaitaient s'engager sur ce sujet. Et tout ça a fonctionné, je le dis, en parfaite intelligence avec les services du ministère de la Culture. C'est parfois pas toujours le cas entre opérateurs et centrales, mais là, avec Madame Agnès Salle, puis avec Irène Basilis depuis plusieurs mois, ça a été fluide, ça a été intelligent, et on est allé aussi vite et aussi loin que nous pouvions. Nous organisons depuis 5 ans des assises qui permettent de verbaliser ces sujets. Il y en a eu 2 éditions, en Seine-Saint-Denis, à Marseille, et tout prochainement en février à Dijon. Ce sont des points de rendez-vous qui permettent de mesurer les avancées, parce qu'il y a aussi tout l'aspect observation qui permet de faire des photographies, mais quand on voit si les photographies bougent, c'est souvent plus intéressant. Alors très concrètement, pour les mesures, les décisions qui ont été prises par l'établissement depuis 5 ans, il y a 3 axes que nous avons poursuivis sans désemparer. Le premier axe, c'était la prévention et la lutte contre les violences à caractère sexuel et sexiste, en élaborant par cette concertation, et on a vraiment cherché à être au plus juste par rapport aux professionnels et pas faire descendre un règlement qui aurait été inapplicable, mais plutôt en essayant de faire bouger les lignes. En élaborant donc ce protocole que le ministère a repris, c'est les 5 points que le directeur général décrivait tout à l'heure, protocole de prévention et de réaction en cas d'agression signalée, pour responsabiliser les employeurs. Le Centre national de la musique aide des personnes morales, très exceptionnellement des personnes physiques, mais c'est bien la responsabilité de l'employeur et la réaction de l'employeur face à un signalement que nous avons voulu encadrer, professionnaliser pour, au fond, presque les sécuriser pour qu'ils réagissent convenablement, et évidemment que les victimes ou les victimes présumées soient protégées, que la parole soit recueillie et que des enquêtes soient systématiquement diligentées pour que les affaires ne soient pas étouffées. C'était ça la logique du protocole de lutte contre les VHSS. Ce protocole, ça n'était pas que du déclaratif et du droit mou, en quelque sorte, puisque nous en avons fait au 1er janvier 2021, c'est-à-dire vraiment aussi vite qu'on a pu, une condition à l'octroi de n'importe quelle aide au premier euro, c'est-à-dire que si les professionnels ne s'engageaient pas à mettre en œuvre ce protocole et ne justifiaient pas avoir mis en place notamment les formations, eh bien, aucune aide ne pouvait être accordée. Ça, c'était en 2021. On a diligenté des mécanismes de contrôle aléatoire, puisque c'était du déclaratif, et on a franchi un deuxième pas en exigeant par un mécanisme automatisé le dépôt de ces justificatifs au stade de l'affiliation. Donc, ce n'est même pas au stade où on octroie une aide, mais c'est au stade où on est enregistré au Centre national de la musique. Et si le document n'est pas déposé, l'affiliation ne fonctionne pas. Et donc, évidemment, a fortiori, on ne peut pas déposer de dossier par la suite. L'adoption de ce protocole a été relativement consensuelle. Je dis relativement parce que j'ai quand même beaucoup entendu vous nous embêtez avec vos procédures, qu'est-ce que c'est que ce truc supplémentaire, c'est pas la loi, pourquoi vous allez au-delà, etc. Et c'est là où je parle de volonté du conseil d'administration qui a adopté ces textes et de, je dirais, la pression sociale de nos organes pour impulser ce changement culturel-là. Ça, c'est donc la prévention des VHSS. Deuxième élément, nous avons tout simplement multiplié par 6 le budget d'aide consacré aux associations, pour la plupart, qui sont actives sur le champ de la prévention des VHSS, mais aussi de la promotion de l'égalité, de l'égal accès aux professions, pour reprendre les termes de la loi. Et donc, je disais que jusqu'en 2020, il ne s'était pas passé grand-chose. En 2020, le budget de ces actions était grosso modo de 150 000 €. On est passé à 1 250 000 et là, on est revenu à 1 million pour un motif que je vais expliquer tout de suite. Mais x6, ça veut dire qu'on a soutenu vraiment activement des actions concrètes. Alors, c'est difficile d'en prendre... C'est plusieurs centaines de projets qu'on a aidés, mais on est fiers de ce que l'association Safer a fait à Marseille avec cette appli de signalement, qui maintenant est utilisée dans des dizaines de festivals, mais aussi des événements sportifs et
au fond dans l'événementiel quand il y a du public. On a aidé, et c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour un projet comme cela, mais également l'association La Petite sur les actions de sensibilisation, et cela dans toutes les esthétiques. C'est pas que les musiques actuelles, mais c'est aussi le travail avec Futur Composé dans le champ de la musique contemporaine. Donc x6, ça a permis aussi un travail dans la durée, et je crois vraiment que il faut éviter ce saupoudrage et il faut aller travailler dans la durée pour pouvoir faire en sorte que ce changement culturel soit réellement un changement et un virage qui aille au bout. Troisième axe que nous avons mis en œuvre, c'est d'encourager les producteurs de spectacles ou de disques, puisque le CNM, c'est l'ensemble de la filière musicale, à promouvoir, à faire plus de place aux femmes dans certains métiers. À nouveau, le lien avec les VHSS est indirect, mais tout de même. Et donc, en 2023, nous avons mis en place un dispositif expérimental de majoration des aides dans le phono, si la direction artistique, si la direction technique, si le lead, comme on dit en mauvais français, si la chef d'orchestre était une chef d'orchestre, etc., pouvant arriver à majorer les aides de 20%. Et on voit que dans les centaines de projets d'aide au phono que nous recevons chaque année, eh bien plus de 40% des dossiers demandaient un bonus. Donc on peut trouver que ça veut dire que 60% ne faisaient pas l'effort, mais on partait quand même de relativement loin. Ça veut dire que le message est passé. Et de fait, dans la réforme des aides que nous avons votée en fin d'année au conseil d'administration du Centre national de la musique, eh bien, ce mécanisme de bonusage, de majoration, est venu transversal pour qu'on n'enlève rien à ceux qui ne font pas, parce que le répertoire est très masculin, parce qu'une entreprise avec sa liberté ne le décide pas, mais en revanche, on majore les aides de celles et ceux qui font davantage. Et justement, et pour en terminer, je crois qu'on peut aller plus loin. Je ne crois pas à ce stade qu'on ait besoin de mesures législatives supplémentaires. Le Centre national de la musique a un pouvoir réglementaire en conseil d'administration. En revanche, je pense qu'on peut aller plus loin pour aller au-delà de la formation des cadres des structures dont on parle, même si elles sont petites. Il faut aller former les équipes, y compris artistiques. On a fait allusion à des situations de certains chefs d'orchestre avec le rapport particulier que cela implique, mais aussi sur les équipes techniques en tournée, mais aussi sur les équipes chargées de la sécurité. Et dans le règlement des aides que nous avons changé, nous avons aussi veillé à consolider, à sécuriser le mécanisme qui permettrait, le cas échéant à l'établissement, on ne l'a pas fait, on n'a pas eu à le faire, mais à demander le remboursement de certaines aides si un fait était avéré qui permettait de considérer que la structure ne respectait pas ab initio, en quelque sorte, la loi, pour sécuriser juridiquement quelque chose qui est assez inédit. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le député, ce que je voulais vous dire, et naturellement, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions avec Corinne Setki à ma droite. Merci. Qui souhaite compléter? Madame Sekenis. Ah, on peut le déplacer. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le député. Donc le Centre national de la danse, c'est un établissement public, EPIC, qui a été créé par le ministère de la Culture en 1998. Donc c'est un établissement qui est encore récent, qui emploie aujourd'hui une centaine de personnes. C'est un établissement public, centre de ressources, qui n'est pas redistributeur de subventions. Donc nous avons essentiellement un rôle d'offre en formation continue, en accompagnement de la vie professionnelle à la création. Mais donc nous ne sommes pas sur ce volet. Donc pour commencer, en tant qu'établissement, pour être en conformité déjà en interne, évidemment, nous avons une référente sur ces questions. Et depuis 2024, nous avons
commencé toute une campagne de formation du personnel. Et aujourd'hui, 60% des salariés du CND ont été formés. Et on espère bien qu'à la fin de 2025, toute l'équipe le sera. Ce qui est aussi un package d'arrivée au CND, puisque vous avez obligatoirement cette formation, tout comme celle de la transition écologique ou encore du management pour ceux qui ont eu une équipe. Pour parler un peu de la danse, eh bien évidemment la danse est la question du corps qui est évidemment l'outil de travail et au regard dont on a le regard tourné en permanence. Je voudrais témoigner un peu, puisque j'ai eu des fonctions d'inspectrice à la création et aux enseignements artistiques au ministère de la Culture, et aujourd'hui je dirige cet établissement. Je dois avouer que dans ma carrière, j'ai beaucoup plus eu à faire avec la question de la violence au travail que des agissements et agressions sexistes et sexuelles. Donc sans doute qu'aujourd'hui, le silence est encore quelque chose qu'il faut travailler pour une libération de la parole, et c'est très important. Du côté de la danse, ce qu'on observe ces dernières années, c'est d'abord l'impact de ce que demande le ministère de la Culture pour aujourd'hui avoir une subvention. Donc beaucoup d'artistes, puisque nous on a des retours, je vais témoigner évidemment du milieu qui revient vers nous, ont été très positivement impactés par la formation qui est dispensée pour donc avoir une subvention. Je pense que ça a un réel intérêt. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important dans la danse, c'est que à la fois on pourrait penser qu'on est plus exposé, puisque c'est le corps, et on est aussi dans ce qu'évoquait Christopher, c'est une vie, c'est un métier de passion, c'est un métier où on est sur les routes, c'est un métier où on va partager un hôtel, voilà, donc c'est des conditions de vie où on peut se dire que c'est peut-être plus favorable à certains agissements. En même temps, la danse, puisque le corps est l'outil, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire le toucher, le fait d'être en contact physique avec les autres, ça fait partie du métier. Donc c'est quelque chose qui est travaillé, c'est quelque chose qui est aussi qu'on apprend à distancier. Donc voilà, c'est à la fois, effectivement, peut-être on peut penser en première approche que c'est un milieu propice, mais en même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et j'avais aussi envie de parler de l'éducation artistique et culturelle. Et par exemple, ça c'est très important, puisque en fait, quand on mène des actions dans les écoles, quand on travaille le vivre ensemble, c'est travailler le toucher, c'est travailler l'approche du corps de l'autre. Et ça fait partie de la construction de soi. Donc je pense que ces questions, elles sont vraiment absolument à tous les niveaux, y compris dans les actions qu'on peut mener auprès des publics et de la population. Bon, pour revenir à ce que nous faisons au CND, donc on a un pôle de ressources professionnelles qui accompagne les professionnels dans leur vie professionnelle. Et donc on a mis en place un certain nombre de choses. D'abord sur le site, nous avons ce qu'on appelle les fiches pratiques et qui, pour ceux qui les consultent, ont une approche extrêmement pragmatique. C'est dans un premier temps informer les personnes qui sont intéressées, donc sans doute qui sont concernées, à faire évidemment la différence entre un agissement, entre un viol ou une violence, puisque à chaque fois on ne parle pas tout à fait de la même chose et ça ne dépend pas non plus des mêmes droits. Entre le droit pénal, etc. On fait aussi la différence pour les personnes qui sont soit de droit privé ou qui vont être dans une compagnie en association ou des intermittents, ou ceux qui dépendent évidemment de la fonction publique territoriale, puisqu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes quand on va avoir envie de témoigner ou quand on est victime. Ensuite, évidemment, on renvoie sur la cellule du ministère de la Culture
et sur un certain nombre d'organismes, évidemment, audience et pas que, et tout ce qu'a pu faire le Syndiac et puis un certain nombre d'associations. Donc ça, c'est pour informer. Nous, on a la possibilité on donne la possibilité de prendre rendez-vous avec nos équipes qui sont des juristes. Et je dois avouer que pour le moment, on a très peu de remontées de VHSSS. Beaucoup plus, c'est ce que je disais, sur plutôt la violence au travail. Dans ce milieu, et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Christopher, où la question du maître, de l'emprise, qui est liée à l'admiration, à tout ce que vous pouvez vraiment trouver en termes évidemment de pouvoir qui peut être à l'origine de ces relations qui dysfonctionnent. On a une question qui est très, très récurrente, c'est du côté de la formation, et notamment la formation supérieure. Donc je témoigne aussi que les écoles supérieures, il y en a 600 danses, mettent en place un certain nombre de dispositifs et de sensibilisation. Nous-mêmes, on intervient dans les 6 écoles par ce pôle professionnel, et ça fait partie de notre sensibilisation. C'est-à-dire que depuis 2 ans, ça fait partie de notre enseignement. Et puis, il y a des remontées de tous les conservatoires et les écoles privées, qui, eux, se sentent beaucoup plus démunis. Donc, on essaye d'être en veille sur les bonnes pratiques. Et donc, par exemple, cette semaine, on organise un webinaire parce que la DAC de la ville de Paris, avec les conservatoires de la ville de Paris, ont rédigé une charte qui, pour nous, peut être absolument un exemple pour les autres conservatoires et écoles. Et voilà, et faire exemple. Merci beaucoup. Madame David. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs. Donc, Arsena, c'est le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre. C'est une structure qui est née récemment, en 2016, d'une fusion de 2 autres centres de ressources, l'un sur les arts du cirque et les arts de la rue, l'autre sur le théâtre. Et nous avons grandi encore tout récemment en absorbant une nouvelle structure qui était consacrée au théâtre et qui proposait de la ressource en ligne. Notre mission, c'est d'accompagner les professionnels, donc y compris les artistes, bien sûr, dans l'accomplissement de leurs projets. On a toute une action aussi qui vise à accompagner le développement des secteurs et à promouvoir la création internationale et à promouvoir la création, pardon, avec une mission qui se déploie suivant 3 axes. Le premier, c'est le partage des connaissances avec tout ce qui relève d'un centre de ressources en documentation, mais aussi centre de ressources en ligne. Un grand volet éditorialisation, éducation artistique et culturelle. Un service soutien aux professionnels qui va du conseil juridique, production, diffusion, jusqu'à des soutiens financiers qui sont ciblés sur les auteurs et les autrices. Et un axe qui s'intéresse au développement à l'international avec le pilotage de réseaux internationaux. Alors, sur le plan, je dirais, de la structure interne, nous répondons d'ores et déjà aux différents engagements qui sont posés par le ministère pour subventionner ces opérateurs, à savoir les 5 engagements. Nous avons y compris un référent VHSS, et puis dans toutes les commissions que nous sommes amenés à organiser, nous veillons à ce que soit respectée non seulement la stricte parité, mais également une diversité à la fois d'expérience, d'origine, etc. Ce qui n'est pas forcément le plus simple. Et concernant la Commission nationale d'aide à la création de textes dramatiques, qui soutient des auteurs et des autrices, elle est sous le régime de l'anonymat. Et donc, les textes sont lus anonymement. On a pu remarquer que depuis la mise en place de cet anonymat, il y avait une très légère progression de la proportion de femmes lauréates. Mais ça reste quand même très, très équilibré en dépit de cet anonymat.
Concernant les actions que nous menons en tant que centre de ressources, eh bien, nous agissons en complémentarité évidemment avec la politique du ministère de la Culture telle qu'elle a été exposée à la fois par Christopher Miles et Irène Basilis. On va retrouver des problématiques qui ont déjà été évoquées. En complémentarité, ça veut dire que nous sommes un relais d'information, nous sommes un centre de ressources et donc nous pouvons apporter de l'information sous différentes formes, à la fois en ligne, de façon générale, puisque nous avons un guide du spectacle vivant qui va traiter de ce sujet et qui va essayer de déterminer des bonnes pratiques, mais on a aussi un précis juridique qui va être beaucoup plus justement précis sur la description et les différentes catégories de violences et les différentes mesures qui sont applicables. Nous avons aussi des ateliers que nous organisons en partenariat avec Audience et VAVDAS, qui permet chaque année de faire un point sur le cadre légal et les ressources, puisque nous sommes plutôt dans un rôle pour orienter les artistes et les professionnels qui auraient besoin de recourir à une cellule d'écoute. Donc nous ne jouons pas ce rôle-là. C'est pour ça que j'insistais sur la complémentarité dans laquelle nous avons pensé notre action. Donc ça, c'est un atelier par an. Et puis nous avons aussi des juristes qui peuvent répondre plus précisément à certains cas. Et je rejoins le constat de Catherine, c'est-à-dire que nous avons assez peu de signalements, ou quasiment pas, mais beaucoup plus des demandes qui vont concerner les organismes de formation. Et j'y reviendrai justement sur les axes qui nous semblent important de développer. Toujours sur l'information, nous avons un fil de veille vie professionnelle sur lequel nous relayons très régulièrement toutes les enquêtes et rapports qui sont produits et qui peuvent enrichir la discussion. Donc ça, c'est vraiment le volet information ressources avec, je dirais, des thématiques que nous traitons et qui sont un petit peu liées. Notamment, nous avons produit un guide spécifique sur la parentalité, pour ne pas dire la maternité, parce que c'est aussi source de forte discrimination. Et puis nous avons travaillé avec des artistes de cirque sur une charte de la parentalité qui vise à améliorer l'accueil des jeunes parents en tournée dans le cirque. Alors je voudrais faire une petite parenthèse justement sur la spécificité du cirque. Le cirque a été très moteur dans la dénonciation de ces violences. Balance ton cirque, ça démarre au Centre national des arts du cirque en juillet 2021. C'est suivi ensuite par MeToo Théâtre. Et c'est vrai qu'il y a un rapport particulier dans le cirque, non seulement parce que c'est effectivement un art du corps, un art du dépassement des limites. Ça, tout le monde l'a dit. Et on peut retrouver certaines caractéristiques qui ont été soulignées à la fois pour le théâtre dans la relation maître-élève, parce qu'on est souvent dans ce type de lien avec des cours individuels. Donc là aussi, ça nécessite une vigilance particulière. Et puis, on est aussi dans un rapport au corps singulier, dans la mesure où il y a ce qu'on appelle la parade. C'est-à-dire que est-ce qu'on laisse quelqu'un se scratcher sur le sol, ou est-ce qu'on le rattrape, mais peut-être qu'on va lui toucher sans faire exprès, ou en faisant exprès, justement, c'est toute la difficulté, ou en faisant exprès des parties qui ne sont pas normalement susceptibles d'être touchées. Donc là, il y a quand même une spécificité du cirque qui retentit très fort dans l'ensemble des écoles, et c'est pour ça aussi, je pense, que la dénonciation de ces violences est partie des écoles. Donc, parenthèse fermée sur la spécificité du cirque, et c'est pour ça que ce guide d'ailleurs de la parentalité avait été particulièrement déployé à l'attention des artistes de cirque. Nous avons aussi tout un volet où nous essayons de contribuer, si ce n'est au changement culturel, au moins à l'évolution de la réflexion par l'organisation de débats qui sont systématiquement transformés en podcast, éditorialisés et rediffusés, à la fois sur les
conditions de travail. Donc on va aussi intégrer cette question de la violence au travail, mais aussi cette question des VHSS, où, comme cette année, nous faisons tout un cycle de réflexion autour de la notion de care, parce que ça nous semble aussi être une façon positive d'appréhender ce problème. Donc nous sommes une petite structure, hein, j'ai oublié de le dire, on est 27 personnes, donc par rapport aux autres établissements, on reste très modeste. Ce qui nous semble en tout cas comme piste d'amélioration, et là je rejoins ce qui a été précédemment dit, c'est que nous sommes dans un secteur très particulier où prévalent les microstructures, hein, 95 presque des associations ont moins de 11 salariés. Donc ça veut dire que les signalements sont extrêmement difficiles. On est dans un entre-soi avec une proximité, un compagnonnage souvent, et des équipes qui ont grandi ensemble, qui ont formé leur compagnie ensemble, etc. Et donc ça rend la libération de la parole très complexe. Ça rend les enquêtes également extrêmement difficiles de par ce contexte, mais également pour des questions de coût. Et puis se pose aussi pour ces microstructures le coût de la formation. Donc ça, c'est par exemple des éléments qui nous reviennent très régulièrement. Je vous remercie. Merci. Bon, c'était un tour de table très exhaustif des dispositifs que vous avez mis en œuvre. Merci pour cet exposé liminaire. Alors, on entend la spécificité des métiers. Hein. De toute façon, on l'entend depuis le début. Donc, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et le rôle du corps que peuvent jouer, qui est absolument central dans l'ensemble de ces métiers. Pour autant, ça n'excuse pas le franchissement de la limite. Et donc, la question, c'est est-ce que vous avez dans les écoles, particulièrement chez les enfants, des dispositifs particuliers? Alors, vous en avez parlé, Monsieur Miles, sur les écoles où vous avez une charte et une sensibilisation. Je crois que c'est les termes que vous avez utilisés. Avez-vous d'autres dispositifs que juste une sensibilisation? Puisqu'on sait que dans les écoles, évidemment, les enfants sont encore plus vulnérables que les adultes. Monsieur le rapporteur, peut-être pour enchaîner sur une première question. Bon, merci déjà effectivement pour l'exhaustivité de vos propos. Qui montre un premier point, et je crois qu'on peut s'en féliciter, c'est qu'il y a quelque chose qui est enclenché, et qui était enclenché assez massivement. Je crois qu'on peut l'admettre, et je crois que ça a été aussi admis par les différents acteurs que nous avons auditionnés. L'exposé que vous avez fait, Monsieur Mills, est assez juste sur le constat par rapport à ce qu'on constate, de ce qu'on a constaté. Et donc, je pense qu'il faut qu'une fois qu'on acte ça, on puisse avancer, et vous l'avez fait, sur ce qui reste à faire. Parce que c'est un peu ce qui est particulier dans cette commission d'enquête. Il y a un constat, une prise en compte de la société, des choses qui ont été mises en place, des politiques publiques, mais pour autant encore des affaires qui arrivent, qui sont parfois issues plus anciennes, mais il y a encore du travail à faire. Et je vais vous poser des questions sur 3 points. J'ai essayé de les classer parce qu'il y a beaucoup de questions à vous poser. Déjà sur la prévention, et ça va complètement dans le sens de la question de Madame la Présidente, sur la question des écoles. Vos écoles à vous, les écoles qui dépendent du ministère de la Culture, mais aussi, et vous l'avez signalé, et je pense que c'est extrêmement important de le signaler, tous ces conservatoires, toutes ces écoles de musique, de chant, de danse, qui ne sont pas directement sous votre tutelle, mais qui sont sous la tutelle parfois de collectivités, parfois d'associations. Et je crois que, et vous verrez, la commission d'enquête, on a levé un certain nombre de choses, vous avez suivi. J'aimerais savoir sur ces points-là, quelles pistes on pourrait avoir pour mieux encadrer ces écoles, pour mieux protéger les enfants qui y apprennent en réalité, qui sont là souvent pour une passion. Et détruire des passions, je crois que c'est d'une violence inouïe pour des enfants. Bon, première question sur les écoles. On fait les écoles On fait les écoles parce que nos 2 questions sont sur les écoles, et après on continue, parfait, ça vous va? Parfait. Donc sur les écoles et les enfants. Merci. Alors, sur les écoles,
Premier élément, pour ce qui concerne le ministère de la Culture lui-même et les écoles qui sont sous son autorité, on a assez peu de mineurs. En réalité, c'est essentiellement les élèves qui suivent les formations justement de danse dans nos conservatoires. Conservatoire de musique et de danse de Paris, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, dans lequel on accueille des enfants mineurs. Dans ce cadre-là, il est évident qu'il y a d'ailleurs eu, il y a quelques années, un incident grave dans l'un de ces conservatoires, même 2 incidents graves au Conservatoire de Paris, donc les politiques de suivi, j'oubliais, pardon, l'école de danse de l'Opéra de Paris aussi, qui est rattachée à Nanterre. Et dans ces établissements, évidemment, les politiques ont été très renforcées et un travail très important a été également fait sur les méthodes pédagogiques, de manière à éviter des dispositifs qui pouvaient être à la fois susciter des violences sur les corps des enfants ou générer des contacts physiques qui ne sont aujourd'hui plus désirés dans le cadre des formations pédagogiques. Et cette prise de conscience a été généralisée chez les enseignants, des politiques de prévention très claires sont mises en place, des référents sont désignés pour ces mineurs, ils sont sensibilisés et formés à ces questions. Néanmoins, pour ce qui concerne nos écoles, si on parle maintenant des... Pardon, je vous en prie. Est-ce que sensibiliser, c'est ce que vous aviez dit dans votre propos liminaire, vous le redites là, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement en fait? Ça veut dire qu'ils suivent des formations. Pour ce qui concerne les violences et sexistes dans les écoles, elles existent aussi évidemment chez les majeurs. Et là, elles peuvent exister entre professionnels sans impliquer les étudiants. Si on regarde, c'est 37% des 38 signalements remontés en 2023. Elles peuvent exister entre étudiants eux-mêmes et elles peuvent exister entre enseignants et étudiants. C'est 42% des signalements. Sachant que certains de ces enseignants sont souvent des collaborateurs occasionnels, des professionnels chargés d'ateliers, de masterclass, et ce sont fréquemment aussi des artistes. La prévention et la formation est donc plus difficile à mettre en œuvre pour ces personnels temporaires que pour les personnels et professeurs permanents de ces établissements, pour lesquels le plan de formation a été mis en place et est maintenant systématique. Par ailleurs, en ce qui concerne les intervenants ponctuels et les enseignants en CDD qui ne sont donc plus en exercice dans ces établissements, où les faits se sont produits, mais ils peuvent être aussi recrutés par un autre établissement qui n'a pas connaissance d'agissements répréhensibles qui ont suscité le déplacement de cette personne qui, à ce moment-là, va dans une autre région et est recrutée par un autre établissement. Certaines associations demandent donc à ce que le ministère puisse prendre l'initiative d'alerter les autres établissements d'enseignement supérieur en cas de signalement, ou plus encore en cas de sanction disciplinaire. C'est un vrai sujet. Ça n'est pas possible juridiquement aujourd'hui. Il y a donc effectivement un problème. Et donc nous insistons et nous incitons fortement les établissements recruteurs à se renseigner systématiquement auprès des anciens employeurs des professionnels concernés lorsque le CV mentionne des expériences d'enseignement dans les autres établissements. Je sais bien que ça n'est pas suffisant. Non, puis surtout, c'est pas légal. C'est-à-dire qu'en fait, l'employeur précédent n'a pas le droit de dire, en fait. Et, en tout cas, il peut juste dire ça peut faire partie des propositions. Ça fait partie des sujets sur lesquels on a un sujet. Pour ce qui concerne les mineurs, vous le savez aussi, le ministère de la Culture n'a pas accès à la consultation du fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Moi, c'est ce que... Depuis décembre. Ah, alors c'est tout récent, donc je plaide. En effet, le mois d'information qui m'a manqué. Et donc là-dessus, on va pouvoir avancer, ce qui va permettre également au DRAC de solliciter les préfets qui, eux, y ont accès. Parallèlement à cela, pour ce qui concerne le dispositif de l'enseignement, je voudrais insister sur le fait aussi qu'il y a une large partie de l'enseignement dans le domaine de la création artistique qui est un enseignement privé, qui se forme sous forme associative ou sous forme industrielle et commerciale. Là, on a évidemment beaucoup de difficultés à faire prévaloir des bonnes pratiques et il va falloir qu'on soit beaucoup plus juridiquement contraignant par rapport aux politiques d'accompagnement qu'on peut mener dans nos propres établissements. Pour ce qui concerne les établissements qui sont attachés à des collectivités territoriales, le ministère a déjà une possibilité qui fait référence au dispositif de classement des établissements, puisque vous savez que les conservatoires peuvent être classés à rayonnement communal, départemental ou régional, et que ces classements emportent un certain nombre d'obligations. Dans le cadre du schéma national d'orientation pédagogique qui a été récemment mis en place par le ministère de la Culture, nous allons le compléter et l'amender pour demander à ce que l'ensemble des conservatoires classés par l'État
et là je ne parle pas des écoles municipales de musique sous format associatif, sur lesquelles là pour le coup on a assez peu de possibilités d'intervenir, et à ce moment-là, si intervention il y a, elles ne peuvent se déclencher que dans le cadre du contrôle préfectoral des associations. Pour ce qui concerne en tout cas les écoles sur lesquelles nous sommes en possibilité de classement, il va de soi que le classement en rayonnement communal, départemental ou régional implique à tous les niveaux une politique de formation, de sensibilisation et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Merci beaucoup. Bon, désolée parce que c'est en fait le temps, on a beaucoup de questions. Donc en fait, ouais, ça va être un peu frustrant pour tout le monde. Alors, comment je fais là? Bon, je vous laisse terminer parce que c'est sur les enfants. Je vous propose quand même qu'on termine les réponses là-dessus, si ça te va. Et après, on passe... mais on a vraiment beaucoup de questions. Si vous pouviez être bref dans vos réponses, ce serait top. Merci. C'est juste pour compléter ce qu'a dit Christopher, qui est déjà assez complet. Mais en fait, par rapport au conservatoire, évidemment, ça fera l'objet aussi des annonces de ce fameux plan renforcé. Mais l'idée pourrait être quand même de travailler, justement, comme l'a dit Christopher, à partir de nos classements, y compris voir dans quelle mesure le classement peut être retiré si vraiment les attentes en matière de formation ne sont pas remplies, et peut-être aussi que là, des références sont importants à avoir. Il y a quand même des collectivités qui se sont dotées quand même d'outils, y compris de signalement. Je pense qu'effectivement, il y a une nécessité de dialogue et d'instances de dialogue avec les collectivités sur des guides. Alors, on a cité celui de la ville de Paris tout à l'heure. Il a fait l'objet de nombreuses négociations et très longues négociations, mais peut-être faut-il mettre en place des modèles de guides, comme il y a des modèles de projets d'établissement qui permettraient aux collectivités de s'en emparer, puisque nous ne pouvons pas intervenir, nous, à l'endroit des collectivités. Juste pour rebondir sur ce sujet, pour les collectivités, il y a vous avez une petite marge avec les classements. Sur les écoles associatives et sur les écoles privées, sachant que parfois certaines écoles de collectivités sont associatives. Hein, voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être une certification que l'on mettrait en place et qui serait dans la loi et fixée par décret, évidemment, parce qu'on ne va pas alourdir les choses, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel on pourrait imaginer une piste de réflexion? Alors, vos réponses, s'il vous plaît. Oui, Madame Tsekenis, je vous ai vu. Donc, alors, Madame Tsekenis, Madame Basilis après. Oui, je vais être très rapide. C'est la question des formateurs de formateurs. C'est-à-dire que, par exemple, pour la danse, pour enseigner la danse, c'est obligatoire d'avoir le diplôme d'État. Donc nous, on a intégré à la formation des professeurs ces questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont formés à ces questions. Oui, mais juste, merci. Oui, Madame la Présidente, excusez-moi, je rebondis parce qu'il y a des formateurs de formateurs. Alors attendez, il faut vous couper votre micro, sinon le compte rendu pourra. Il y a les formateurs de formateurs, effectivement, mais il y a aussi des écoles qui ont besoin de cadres parce qu'elles ont comment dire, des intervenants extérieurs, les écoles d'art par exemple, où vous allez faire venir un plasticien. Donc la formation des formateurs est importante, je pense qu'elle est nécessaire et que ça soit dans leur tronc commun, la formation VACSS, c'est évident. Par contre, l'école, la structure doit avoir des règles des règles qui contraignent sur ces sujets-là, avec de la pédagogie, qui respecte l'enfant, etc. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est pas un formateur de formateur, d'où l'importance d'avoir des règles pour les écoles. Bon, je vous propose de vraiment finir le tour de réponse. Oui, c'est complémentaire, oui, non, mais ça va dans le bon sens. Madame Basilis. Non, mais ce que disait Catherine, qui connaît vraiment très bien le sujet, c'est que la danse est une profession réglementée, en fait. Donc, s'il y a des professions réglementées, et dans notre domaine, seule la danse est réglementée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner la danse sans avoir ce diplôme d'État, à plus forte raison, ouvrir une école de danse sans avoir ce diplôme d'État, même dans le secteur privé. Donc, en fait, c'est la question de la profession réglementée qui se pose pour pouvoir exercer une profession d'enseignement artistique, en fait. Mais ça ne va pas être possible pour tous les métiers. Moi, non, c'est pas, ça va pas être possible pour tous les métiers. Moi, j'ai quand même une question qui me taraude là depuis le début des auditions, donc pas depuis le début de cette audition, mais des auditions. C'est que on sait que sur les violences sexuelles sur enfants, le taux de condamnation est extrêmement faible. Il est de moins de 1%, lié au fait aussi qu'il n'y a pas de plainte en justice systématique. Mais à la fin, on arrive quand même à 99,4% des faits qui ne sont pas punis, de fait.
dans les dénonciations à l'intérieur des structures, il pourrait y en avoir un tout petit peu plus, j'imagine, des signalements, parce que précisément, ça n'engage pas la justice. Mais pour autant, imaginons qu'une personne soit sanctionnée professionnellement pour des faits de cet ordre-là, qu'il n'y ait pas de plainte en justice, même si normalement il y a un article 40, enfin bon, mettons ça de côté, donc qu'il y ait un signalement sans plainte en justice, ça veut dire que la sanction est valable pour une école et n'est pas valable au-delà de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un sujet, puisque même demander le extrait de casier judiciaire ne permettrait pas de voir ça. Donc, comment on fait pour... est-ce que vous auriez des suggestions là-dessus pour voir? Parce que je ne sais pas si on peut proposer un fichier des sanctions professionnelles, mais ça va être chaud, quoi. À part élargir l'inscription au figé, mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a que s'il y a eu une instruction en cours que le figé peut être mobilisé. C'est un vrai sujet, puisqu'on a vu, on a des témoignages de personnes qui ont été évincées d'un endroit et qui ont été dans un autre. Et c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Donc, sur les écoles... Oui, je voudrais juste intervenir concernant le cirque, puisqu'il y a une fédération française des écoles de cirque qui regroupe de nombreux établissements et qui délivre un agrément. Or, par exemple, la question des VHSS ne me semble pas complètement intégrée dans les critères d'audit, en tout cas nommément, et peut-être que ça pourrait, dans cette discipline, comme je le disais tout à l'heure, qui nécessite un rapport physique de contact, parce qu'on peut évidemment prévenir le risque avec des longes, etc. Mais très régulièrement, ça se fait par la parade manuelle. Il me semblerait qu'un renforcement de la préoccupation sur les VHSS pourrait être pertinent. Parce que ça concerne et les écoles amateurs et les écoles semi-professionnelles. Alors, juste sur le cirque, là, ce que vous avez dit tout à l'heure est absolument effrayant, c'est-à-dire sur la parade, mettre les mains accidentellement sur des parties qui relèvent de l'agression sexuelle, bon, ça, d'accord, dans le cadre d'une parade, c'est une question de vie ou de mort. Par contre, la question que vous posiez, c'est est-ce que c'est fait exprès ou pas fait exprès? Et alors là, c'est quand même un truc assez incroyable, parce que notamment sur les enfants, sur les écoles de cirque pour les enfants, il y a quand même beaucoup de stages de cirque, de colonies de vacances, de centres de loisirs d'été autour des arts du cirque. Ça veut donc dire qu'au nom de la parade, mais ceci dit, c'est vrai aussi pour la gymnastique ou pour d'autres sports, la difficulté d'identifier des gestes, et même pour les enfants, c'est-à-dire mettre des mots sur des choses qui relèvent de la loi quand en fait il s'agit de nous rattraper sur un saut, ça doit être extrêmement compliqué. Comment vous gérez ça? Tu voulais compléter? Alors, juste pour compléter, souvent ce que font les écoles de cirque, ils s'arrangent pour que la parade soit effectuée par les enfants eux-mêmes, souvent, sur les petits, quand ils sont jeunes. Et donc, ils apprennent au fur et à mesure à parer. Parce que moi, j'ai ma fille qui a fait un peu de cirque et j'avais remarqué ça, que souvent, c'était entre eux qui se parent. Donc ça, c'est une solution. Mais c'est pas toujours possible quand vous montez justement en niveau. Mais ça peut être une bonne pratique de se dire que quand ils sont petits, ils font pas non plus le triple saut avec double axel sans filet. Donc voilà. Mais c'est compliqué et c'est un vrai sujet aussi. Et ça peut passer que par la formation et la prévention, à mon sens. Pas oublier, comme l'a mentionné Christopher Miles, que les violences peuvent avoir lieu entre adultes et enfants, mais aussi entre enfants. Et donc, faut pas oublier ça. Ça arrive dans les écoles. Et donc, il y a par exemple dans certaines écoles des groupes de parole qui se sont instaurés, qui permettent justement de pouvoir témoigner anonymement de violences de ce type et qui fonctionnent très bien. Donc, ça peut être aussi l'intégration. Ça s'appelle groupe harmonie ou je sais pas quoi. Chaque école a trouvé des termes, mais en tout cas, ça peut être aussi intéressant d'introduire ce type d'instance, en général pris en charge par un enseignant, une enseignante, et c'est totalement anonyme pour ceux qui viennent livrer des faits qu'ils ont constatés ou vécus. Oui, avec la limite de l'anonymat qui est que du coup c'est anonyme et que voilà.
Vas-y pour une question, après moi j'en ai Ouais, et mais plein d'autres. merci sur votre remarque, ça pouvait être entre enfants, parce que ça aurait pu laisser croire que je stigmatisais les profs, et c'était certainement pas mon cas. Moi, deuxième volet de grande question, c'est sur l'accompagnement, la protection. C'est un sujet que vous avez aussi évoqué, Monsieur Christopher Miles, en disant qu'il y a des choses qui avancent, mais que c'est un constat que peut-être l'accompagnement peut être mieux fait, le recueil de la parole et les traitements, la suite à donner à ces paroles. Alors, il y a un outil, vous l'avez mis en place, qui existe aujourd'hui, c'est Audience. Audience aujourd'hui, donc, est un outil assez large qui couvre quasiment l'ensemble de notre commission d'enquête, quasiment. Et aujourd'hui, les constats qui en ont été faits par les auditions des différentes personnes que nous avons vues et par eux aussi, c'est que aujourd'hui, ils sont un peu, ils recueillent la parole. Comment ils vous signalent à vous, les signaux remontent. La question du suivi de ces statistiques, c'est un peu un sujet qui reste une zone d'ombre pour les acteurs, même si vous, je vois, et vous nous l'avez dit, vous les avez, on pourra les avoir, ça serait pas mal pour la commission d'enquête pour nos chiffres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le renforcement possible de ces d'audience, qui passerait évidemment par des moyens renforcés qui seraient sans doute mutualisés par la production et par les cotisations qui nourrissent déjà aujourd'hui audience. Et sur ce point-là, on a senti des acteurs plutôt favorables à être prêts à cotiser plus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Audience pourrait aussi s'enrichir pour devenir, enfin s'enrichir, se renforcer pour devenir, pour avoir la capacité d'être un accompagnement juridique pour certains plaignants ou certaines plaignantes, c'est-à-dire la possibilité d'être, comment dire, ce qu'on appelle l'assistance juridique pour permettre de mettre plus en contact avec un avocat. Pourquoi pas avoir des avocats qui seraient à des tarifs préférentiels, parce qu'on le voit sur tous ces sujets, qu'ils soient dans le monde de la culture, mais dans j'ai envie de dire la vie, le reste de la vie, le dépôt de plainte, l'accompagnement de la victime au départ, au premier moment, est extrêmement important pour la qualité des enquêtes, quand il y a plainte. Et ensuite, dernier point, et ce sera ma dernière question sur ces sujets, pour l'instant, sur la question du développement de la médiation qui permet aussi de faire de la prévention sur le spectre, on va dire, de basse intensité, qui ne relève pas nécessairement du pénal, mais qui relève, par exemple, de l'outrage sexiste. Comment on peut imaginer qu'on ait aussi un accompagnement pour faire de la médiation ? Je veux bien... Madame Bazis. En fait, si vous voulez, ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a un certain nombre, et Christopher l'a dit, de structures qui sont des toutes petites structures. Mais en ce qui concerne la mission que je peux avoir, il me semble qu'il faut penser d'abord à un meilleur accompagnement des victimes. Parce que par ailleurs, il y a quand même des syndicats d'employeurs, des fédérations de syndicats d'employeurs, qui sont quand même aussi dotés d'équipes, y compris juridiques, et un certain nombre de syndicats, d'ailleurs, conseillent leurs membres sur l'attitude à avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les employeurs éprouvent la nécessité, et ça peut se comprendre, d'avoir des boîtes à outils ou de savoir quoi faire, dans quel cas, ou peut-être même, ça c'est quand même le nœud de l'affaire, à qui s'adresser pour faire les enquêtes internes, parce que ce que relevait le rapport qu'a cité Christopher sur les violences en situation d'autorité de pouvoir est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque une certification quand même des prestataires qui font ces enquêtes, parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi, et tous les prix, effectivement. Donc, effectivement, il peut y avoir une question de à qui je peux faire appel, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Mais quand même... il faut aussi faire attention à ce qu'il n'y ait pas une confusion entre la cellule d'audience qui écoute, qui accompagne les victimes et l'assistance apportée aux employeurs. Parce qu'effectivement, ça peut être troublant pour les victimes. Voilà, donc, oui. Mais... Je clarifie bien mon propos, c'était le renforcement d'audience sur l'accompagnement juridique pour les plaignants, c'est-à-dire pour ceux qui ont été... voilà. Alors, sur cette question-là, évidemment, on est en discussion avec Audience sur cet aspect-là. Il me semble quand même qu'il y a une question aussi d'assistance juridique au moment du dépôt de plainte. C'est-à-dire qu'en fait, là où aussi on aurait sans doute besoin de mieux accompagner les personnes, c'est comment le dépôt de plainte peut être
à un moment donné, accompagné par un avocat ou une avocate. Alors, peut-être que ce n'est pas la seule et la bonne solution, mais la difficulté qu'on va avoir quand même, et on est en train d'y travailler avec l'audience, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'accompagnement des victimes, comment on le qualifie en termes de niveau de moyens, de forfait, voilà, et comment on imagine que cet accompagnement peut aller jusqu'à tel ou tel stade de la procédure. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question se pose parce que l'aide juridictionnelle, elle existe, mais la plupart des personnes qui déposent plainte, et j'en ai le témoignage aussi, ne sont pas éligibles à l'aide juridictionnelle, mais pour autant, elles peuvent avoir des problèmes pour financer au long cours une action en justice, aussi parce qu'elles seront fragilisées dans leur capacité d'emploi. Il y avait Monsieur Miles. Après, moi, j'ai vraiment juste pardon parce que avant de vous donner la parole, parce que en fait, j'ai l'impression qu'on saute une étape. C'est-à-dire que quand on dit, on recueille la parole à audience et qu'après on accompagne au dépôt de plainte, on loupe l'étape qui est employeur ou structure qui a qui dans le cadre de laquelle s'est déroulée la violence. Donc en fait, là, c'est typique en quelque sorte de la gestion des VSS, c'est-à-dire qu'on fait une cellule d'écoute souvent anonyme et on met la charge sur la plaignante ou le plaignant d'aller en justice. Et la responsabilité collective de la structure n'est pas engagée. Donc c'est pour ça que je réagissais à vos propos. J'ai entendu aussi que vous faisiez un travail sur les structures, donc je ne doute pas de votre... Mais je veux juste que ça soit quand même dit ici. Monsieur Mainz. Alors, pour ce qui concerne l'accompagnement des entreprises elles-mêmes, je crois que je vous ai évoqué les questions que ça pouvait poser pour certaines entreprises. Je crois que, d'abord, effectivement, Irène l'a souligné, les fédérations, les regroupements de structures, partis, associations des CDN, etc., peuvent développer des dispositifs spécifiques d'accompagnement qui permettent de remédier à la petite taille des entreprises, et on les y encourage. Je crois aussi que pour ce qui concerne les entreprises privées, des mécanismes de type assurantiel pourraient se développer, et ça... Ce n'est pas le rôle de la puissance publique, mais les employeurs peuvent tout à fait s'entendre entre eux pour mettre en place des dispositifs assurantiels. Ils ont été capables de le faire pour le Covid. On sait ce que ça peut déclencher sur les tournages de cinéma. Ils sont en train d'y réfléchir. Et dans le domaine du théâtre, où effectivement, si un comédien est défaillant sur une distribution, c'est tout le spectacle qui tombe, toute l'économie de la tournée qui tombe. Et là aussi, il y a sans doute des choses à regarder. Et on peut les y inciter, on peut les accompagner dans ces démarches. Pour ce qui concerne les victimes, d'abord, il faut dire que malheureusement, on n'est pas encore dans un contexte qui permet à l'entièreté de la parole de se libérer. Il faut vraiment continuer les actions de formation, prévention, sensibilisation, sécurisation de la parole, parce qu'aujourd'hui, peut-être seulement 20% des victimes osent parler, et quand elles parlent, c'est difficile ensuite pour elles de porter leur parole jusqu'au bout, parce que vous le savez, la preuve est quand même très difficile à établir dans ce type de situation, ce qui m'amène à penser que, effectivement, il faut qu'on puisse aider les victimes à trouver rapidement l'aide juridique qui leur convient. Et je sais, pour avoir discuté avec certaines d'entre elles, que c'est pas évident quand on est dans cette situation de trouver le bon avocat et la bonne personne qui va les aider et les accompagner dans les meilleures conditions. Et puis peut-être faut-il se référer à la dernière proposition du rapport sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d'autorité et de pouvoir, qui propose d'augmenter les conditions de prise en charge par les assurances et les mutuelles des frais liés à une action judiciaire et aux soins des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et il se trouve que Audience, qui est aussi notre cellule d'écoute, est aussi la mutuelle qui amène les actions de prévoyance et de mutualisation qui pourraient, à ce moment-là, nous aider à développer ce type de dispositif. J'en termine en vous disant qu'on a aussi, pour ce qui concerne nos secteurs, un problème qui est partagé avec d'autres, mais qui n'est pas forcément spécifique, mais on a la question des sous-traitants, qui peuvent, dans certains cas, ne pas être complètement aux normes. On a la question de la coactivité, et on a la question de l'accueil, puisque, si vous êtes, je prends un exemple, si vous êtes un centre chorégraphique national, vous avez votre activité propre, mais vous êtes amené à faire ce qu'on appelle de l'accueil studio, donc à accueillir des équipes extérieures qui, dans l'enceinte de votre établissement, peuvent, à un moment donné, avoir des difficultés sur lesquelles il faut pouvoir, à ce moment-là, imaginer une action concertée. Je pense aussi, par exemple, au Centre national de la danse, qui met à disposition des studios, à disposition d'équipes artistiques, et ça nécessite que, là aussi, on fasse extrêmement attention aux personnes qu'on accueille, aux conditions dans lesquelles on les accueille, et au respect qui sera donné aux victimes qui, éventuellement, viendraient à se manifester dans les structures accueillantes. Madame Basilis, et après j'ai une question. C'est juste parce qu'effectivement, pour moi, il n'y a pas de confusion et il y a vraiment une action à mener dans le cadre du droit du travail. Oui. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on forme mieux
Et c'est là où je parlais de la responsabilité des employeurs, non pas qu'ils n'assument pas de responsabilité aujourd'hui, mais parfois il peut y avoir une confusion. Il ne s'agit pas dans les enquêtes internes de recueillir des preuves nécessairement, mais c'est vraiment une question de faisceau d'indices dont il est question. Et par ailleurs, il y a aussi une responsabilité qui est plus large que le simple fait du travail sur le plateau pendant la journée, puisque l'employeur est aussi responsable dans le cas de fait qui se passe dans le bar d'en face, dès lors que les personnes qui sont réunies là parce qu'elles travaillent ensemble. Donc en fait, je pense qu'il y a tout un tas de choses que les employeurs doivent mieux cerner, et effectivement, il faut vraiment travailler sur le sérieux des enquêtes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des enquêtes qui sont mal menées. Absolument. Madame David. Je voudrais juste faire une incise sur les statuts qui régissent les entreprises dans notre secteur. Ce sont la plupart du temps des associations. Et ça pose quand même beaucoup de difficultés puisque les employeurs ou ceux qui portent la responsabilité morale, président, etc., ne sont pas en réalité les personnes qui décident ou qui décident de l'emploi de telle ou telle personne. Donc il y a aussi un problème qui est lié à la structure associative, très 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 majoritaire dans le spectacle vivant, qui fait que la dilution des responsabilités est plus grande. Alors, plusieurs remarques, questions. La première, c'est sur la certification des organismes de formation. Donc ça, on l'a bien en tête pour le rapport. Moi, je voudrais juste alerter sur le fait qu'il ne faut pas que, comme les structures culturelles sont souvent multi-subventionnées par différentes structures, il ne faut pas que les entreprises de formation certifiées par le ministère ne soient pas les mêmes que de la région Île-de-France ou Aquitaine, etc., et qu'il y ait comme ça de multiples choses. Bon. Sur le nombre de signalements, alors moi, je voudrais juste un tout petit peu revenir là-dessus parce que tous les chiffres qui nous ont été donnés varient, mais alors de manière absolument incroyable. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont été entendues dans le cadre d'audience apparaît, mais presque infinitésimal en regard de ce qu'ont pu récolter des associations, des organismes professionnels, des syndicats, des coordinations, etc. Et tous les chiffres que l'on a de ces acteurs-là, qui sont des acteurs d'égaux, j'ai envie de dire, montrent vraiment une récurrence de ces violences qui est beaucoup plus importante que les 232 sur une année. Donc, la question qui se pose est pourquoi un tel différentiel. Et moi, je vais prendre l'exemple de la Cinémathèque. Ils vont croire que je les ai en ligne de mire en permanence, mais non, pas du tout. Mais quand même, là, la question, c'est après ce qui s'est passé à la Cinémathèque autour du dernier tango à Paris, avec les comportements qui ont pu être relatés dans la presse de son directeur. Comment une personne qui serait victime dans une structure comme celle-ci pourrait se sentir légitime à parler. Et donc, en fait, tout ça pour en venir à la responsabilité des organismes que vous représentez, du ministère en particulier, pour que les directions puissent être non pas juste formées, mais véritablement en responsabilité dans le fait que la parole puisse se libérer. Pour ce qui nous concerne, je crois qu'on a un levier qui peut assez facilement être mis en place. C'est la mesure numéro 5 qui met en place la conditionnalité des aides. Actuellement, cette mesure dit engager un suivi et une évaluation des actions en matière de VHSS, transmission d'un bilan détaillé précisant les actions menées. Pour ce qui concerne ce bilan, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité qu'au moment du renouvellement de la convention ou du bilan de la convention qui est fait, puisque c'est une convention de financement, le renouvellement de la convention et l'achèvement de la convention nécessitent la production d'un bilan qui recense les signalements ou les situations de VHSS constatées dans l'entreprise, de manière à ce que nous puissions nourrir de manière beaucoup plus approfondie toutes les remontées qui actuellement ne vont pas forcément sur le numéro audience et qui nous permettraient à partir de là, pour tous les organismes que nous aidons, d'établir un bilan annuel. L'autre élément important, c'est la production du bilan social annuel des entreprises, pour lequel je pense que nous pouvons, pour les établissements publics et les établissements qui sont sous notre tutelle, leur demander de consacrer obligatoirement un volet au sujet de la formation, de la protection et du suivi des actions d'accompagnement
quand des signalements ou des situations d'alerte leur ont été remontés. Mais enfin, juste, je me permets de noter que dans une structure où régnerait une peur, mettons n'importe lequel, pour ne pas stigmatiser, mais où vous régnerait vraiment une crainte, mais une crainte extrêmement forte de représailles, de licenciement, de mise à l'écart, de tout ce que vous voulez, même tous les dispositifs mis en place ne permettront pas la libération de la parole, et donc le bilan que vous en ferez ne sera que partiel. Alors après, je ne dis pas qu'il y a de solution simple à ça, mais peut-être que dans les contraintes, parce qu'on parle de modification des méthodes pédagogiques pour les enfants, on pourrait peut-être aussi regarder les méthodes de management qui, à mon avis, sont aussi révélateurs du niveau de violence dans les structures. Effectivement, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle signalement. Et je comprends très bien ce que vous dites, c'est qu'il y a des associations ou des syndicats ou des personnes qui paraissent être ressources, ça peut être mon cas, qui reçoivent des témoignages. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille quand même davantage sur ce qu'est la cellule d'audience, parce que même si elle est connue, elle n'est pas suffisamment connue. Moi, j'ai travaillé et échangé avec des réseaux d'acteurs financés par le ministère de la Culture récemment sur où est-ce qu'on met le numéro d'audience. Évidemment pas dans le bureau de l'administrateur, on s'en fiche qu'il soit dans le bureau de l'administrateur. Il faut que le numéro soit dans les loges, dans les toilettes, mais peut-être qu'il faut qu'il soit sur la feuille de route, que tout le monde regarde, parce que quand on part en tournée, on regarde où est l'hôtel, on regarde où est le théâtre, donc on a le numéro de la cellule d'audience qui saute aux yeux. Donc il y a déjà la question de mieux diffuser et mieux faire connaître ce que c'est que cette cellule. Parce que malgré tout, même quand il existe une possibilité de parler à quelqu'un, il faut être formé. La parole, enfin l'écoute de la parole, il faut être formé. L'avantage quand même à audience, c'est que d'une part, on a des gens qui sont formés, ensuite il y a quand même une possibilité d'échanger à plusieurs reprises avec des psychologues cliniciens et aussi d'être accompagné sur le plan juridique. Tout ça ne fait pas la décision de porter plainte, mais en tout cas, c'est un accompagnement qui permet aussi de mûrir pour les plaignants et les plaignantes la décision d'aller plus loin dans la démarche. Moi, il me semble très important que dans tous les cas, on incite les personnes qui sont écoutantes, qu'elles soient même référents VHSS dans une structure ou direction, d'orienter vers la cellule d'audience. Parce qu'effectivement, il faut éviter les boîtes noires, il faut éviter que des gens se livrent leur histoire à des gens qui n'en font rien, parce qu'ils ne peuvent rien en faire en réalité, parce qu'ils ne peuvent pas mobiliser des psychologues, ils ne peuvent pas mobiliser des avocats, etc. Donc quand même, la cellule d'audience, effectivement, la réflexion en cours, c'est d'élargir encore les horaires et d'augmenter encore la capacité qu'ils ont d'intégrer des nouveaux secteurs, parce que quand on a un outil professionnel, ce n'est pas juste pour des raisons statistiques, c'est nécessaire de pouvoir assurer une bonne prise en charge de la parole. Et je pense que la question de la confiance est extrêmement importante. Ce qui est bien avec Audience, c'est qu'à la fois ils connaissent les secteurs, et ils ont des personnes qui connaissent les réalités d'emploi, les réalités de métier, mais en même temps, ils sont complètement extérieurs. C'est des tiers de confiance, en fait. Et donc ça, c'est quand même très important. C'est toujours plus difficile de s'adresser à un collègue. Il y avait Madame Sadki qui avait demandé la parole, et après Monsieur Thiellet. Non, moi je voulais dire que vous avez reçu aussi beaucoup de monde ici, et dans ce métier, en fait, tout le monde, enfin une grande partie des victimes d'ailleurs, ce ne sont pas dans des structures. Donc elles sont assez isolées. Ben oui, elles sont assez isolées. Nous, on a accompagné en fait dans nos aides, dans nos financements, beaucoup de ces structures parce qu'elles font un tissu de prise de conscience et d'accompagnement. Donc en fait, c'est des témoignages et ça ne devient pas des signalements. Il y a une vraie peur pour toutes et tous en fait de porter plainte, de plus travailler dans la foulée. Il y a tout ce système qui fait qu'il est extrêmement difficile, je pense, pour les personnes qui sont victimes déjà parfois même de se rendre compte qu'elles le sont et de se mettre en action. Nous, on veut travailler avec la cellule d'audience pour aller au plus proche en fait des intermittents, intermittentes, mais pas que, parce que les auteurs, autrices, compositeurs, compositrices n'ont même pas ce statut-là. Et il faut les accompagner dans cette connaissance et savoir quels sont leurs droits et quelles sont leurs modalités d'action. C'est quelque chose qu'on va mettre en place à partir de l'année prochaine. Mais je pense que cette zone d'ombre, et on n'a même pas parlé des bénévoles, mais je sais que c'est des sujets qui ont été aussi abordés ici, c'est toute cette partie et cette catégorie d'acteurs et d'actrices de nos métiers, que ce soit dans des festivals, dans des salles, dans des studios, dans des tourbus, qu'il est extrêmement difficile de sécuriser en fait. Nous on essaye, mais on ne sait même plus trop par quelle boule prendre en fait. Je voulais rajouter ça. Monsieur Thiellet. Oui, deux brèves observations. La première,
finalité du protocole que j'évoquais en commençant, c'était précisément de dire aux employeurs que face à un signalement, il y a quand même du droit assez solide et des procédures et dont il faut les informer, parce que ça peut être des artistes, ça peut être des associatifs, c'est pas nécessairement des juristes qui ont passé le barreau. Et donc c'est vraiment dans ce cas-là, vous faites ça. Vous ne mettez pas le dossier sous le tapis, vous recueillez, vous protégez la personne, vous recueillez, vous documentez, vous écrivez et le cas échéant, vous aidez à aller porter plainte. Donc ça, c'est vraiment une finalité très concrète. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué qui nous a posé, et je pense que ça a été évoqué précédemment, c'est une vraie question de philosophie presque sur les conséquences qu'un signalement peut avoir sur la survie économique d'une structure, par les conséquences que ça peut avoir sur le subventionnement, sur les collègues, sur son propre emploi, bien sûr. Et en particulier pour des ensembles qui peuvent mettre en cause quelques dizaines de personnes, quelle doit être l'attitude des pouvoirs publics lorsque le signalement concerne un fondateur ou quelqu'un dont le nom est associé? Est-ce qu'on condamne l'intégralité de la structure et donc des victimes collatérales en réalité, ou un suraccident en quelque sorte, et ça peut varier, il n'y a pas nécessairement une position à une seule, ça peut varier. Est-ce que l'administration, le conseil d'administration qui existe par construction a été défaillant ou pas? Est-ce qu'ils étaient informés? Bref, c'est très délicat, mais ça c'est, je pense, vraiment un sujet sur lequel il serait bon d'arriver à une forme de doctrine autant que faire se peut. Monsieur le rapporteur. Merci pour cette remarque et pour la remarque de Mme Sadki juste avant sur justement toutes les personnes qui ne travaillent pas dans les structures. Et c'est la majorité des professionnels du monde de l'art. Et là, on soulève un point qui est extrêmement important, c'est comment des témoins, parce qu'on oublie les témoins, signalent, comment ils signalent sans avoir la crainte de se dire je suis le mauvais coucheur et moi après je suis grillé, je ne vais pas pouvoir travailler nulle part et avec personne. Et ça c'est un vrai sujet. Alors je pense que ça changera par le changement culturel pour que quelque part la peur et la honte changent de camp. C'est qu'à la limite un jour on pourra peut-être imaginer que c'est celui qui n'aura pas témoigné qui sera le gars ou la fille honteux. Mais par contre après sur la question, et c'était sur ce que vous venez de dire, Monsieur Thiellet, on a senti ça aussi, c'est que parfois des gens ne témoignent pas parce qu'ils savent qu'ils cassent tout le projet. Dans le cinéma, ils cassent le film, et dans une compagnie de danse, ils font que la compagnie de danse s'écroule. Donc là-dessus, est-ce que vous avez des pistes de réflexion? Je vois que c'est une problématique que vous soulevez. Est-ce qu'on peut imaginer... alors, ça peut passer, à mon avis, par des règles et par un protocole très fort, c'est-à-dire que si les choses ont été faites comme elles devaient être faites, c'est-à-dire une sorte d'obligation de moyens, la structure peut être protégée par ça. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi des fonds assurantiels pour éventuellement suppléer la perte financière ou de réputation, ça va être compliqué, mais financière de l'interruption d'une tournée, l'interruption d'un certain nombre de dates. Est-ce que ça, c'est des réflexions que vous avez eues? Et juste, je signale, parce que avant que je l'oublie, en réalité, le protocole que vous avez... Enfin, les conditionnalités d'aide que vous avez mis au CNM, elles sont plus complètes que celles qui étaient mises initialement au CNC. Alors ils sont en train de vous rattraper parce qu'ils mettent la formation pour toutes les équipes, mais vous, l'avantage, c'est qu'il y avait formation et protocole. Et ça, c'est quelque chose qu'on a noté parce que ça me semble être plutôt quelque chose d'intéressant. Monsieur Thiellet. C'est l'avantage d'être né 70 ans après le CNC. Il y a quelques avantages, le fait d'avoir pu aller plus vite sur certains sujets. Et le CNM ne s'arrêtera pas. Sur la question des conséquences d'un signalement sur une structure, je pense que la réaction ou l'absence de réaction, la mise en place d'un protocole ou l'absence de mise en place d'un protocole de la structure juridique, c'est-à-dire de la gouvernance, me semble être le facteur discriminant. Je sais que dans l'année qui s'est écoulée ou dans les 18 mois, il y a eu certaines fédérations, certaines organisations qui ont pris des décisions d'exclusion de telle ou telle structure après
Alors, ça les regarde en réalité, c'est vraiment des décisions privées, de structures privées, mais après audition des personnes concernées. Je pense que c'est une bonne méthode, mais il faudrait peut-être le formaliser, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'employeur personne physique qui a agi de telle ou telle manière, c'est l'employeur personne morale. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Est-ce que la prévention avait été respectée? Mais en cas de signalement, est-ce qu'il y a eu des actes ou est-ce qu'il y a eu une forme d'inertie? Et de là, on pourrait éventuellement tirer des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la condamnation, je dirais, économique de la structure. Et je dirais tant pis pour les victimes collatérales qui n'auraient plus de structure pour travailler derrière. Je pense qu'il faudrait arriver à condamner économiquement des structures qui auraient été gravement défaillantes. Les termes sont peut-être pas les bons, condamner économiquement. Enfin bon, vous voyez ce que ça veut dire. Voilà. Et donc ça veut dire que la structure soit claire sur ce que doit faire le conseil d'administration, ce que fait le CSE s'il y en a un. C'est rare dans la structure quand même. On n'a pas beaucoup parlé des représentants syndicaux, mais je pense quand même qu'ils ont un rôle dans le contexte qu'évoquait la présidente sur un établissement où régnerait la peur, etc. Je crois quand même que les organisations syndicales, dont les représentants sont protégés, ont, s'ils existent, une vraie responsabilité. En tout cas, à l'Opéra de Paris, où j'ai servi précédemment, il y avait un vrai dialogue avec les représentants syndicaux et un climat de peur aurait été à l'évidence dénoncé. Justement, là, on revient sur des structures, c'est-à-dire des grosses structures. Parce qu'on prend le cas de la petite compagnie de théâtre. Et qui, le dirigeant de bonne foi apprend qu'un technicien, un de ses techniciens, c'est mal conduit ou très mal conduit. Il va être à un moment donné dans un calcul simple, c'est-à-dire si moi je lance l'enquête, qui va déjà me coûter sans doute le prix le coût de la subvention annuelle que je reçois de la ville. Enfin, excusez-moi, je suis trivial. Si je fais ça, et en plus la réputation, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'essayer de mettre les choses sous le boisseau. Et c'est ça qu'il faut éviter. Parce que si collectivement, dans certains endroits, l'intermittent qui sait qu'il va perdre ses cachets, qui va perdre la possibilité de continuer à travailler avec cette compagnie ou avec une autre, le dirigeant de la compagnie qui se dit « Oh là là, mais là, moi, si je fais les choses comme elles doivent être faites, je me lance dans quelque chose qui va peut-être coûter ma structure. » Et donc, c'est comment on accompagne ça. C'est le vrai sujet, le vrai nœud qu'on n'arrive pas exactement, et vous avez sans doute la même problématique, à décoincer complètement. Qui souhaite répondre? Monsieur Thiellet. Juste ajouter un mot. L'externalisation de l'enquête ne me semble pas absolument impérative. La responsabilité de l'employeur, c'est de recevoir, de documenter. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'employeur. Bien sûr que dans des contextes compliqués, ça peut permettre de décentrer une difficulté, de dépassionner, etc. Mais là aussi, bon, alors dans une grosse structure, un service RH, etc., ça nous est arrivé et c'était pas externalisé, c'était vraiment la responsabilité de l'employeur. Non, mais en fait, il faudrait que les deux possibilités soient ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a des fois où c'est mieux en interne et il y a des fois où c'est mieux en externalisé. Ça dépend des configurations. Et si on ouvre les deux possibilités, alors on a quand même plus de chances de couvrir le champ du besoin. Madame David. Oui, c'était pour rebondir sur cette dichotomie qui était instaurée, c'est que la majorité des employeurs dans le spectacle vivant correspondent à des petites structures sous forme associative, des micro-entreprises qui ont moins de 11 salariés. C'est le chiffre que je rappelais tout à l'heure et qui sont tirés de l'étude 2023 sur l'emploi. Et qu'évidemment, ça ne se traite pas de la même façon avec le même outillage que des structures comme un opéra, un ensemble qui bénéficient d'une structuration et où les relations professionnelles et personnelles sont peut-être plus séparées. On est aussi dans un secteur où existent de nombreux collectifs, donc tout le monde fait un petit peu tout sous statut associatif, donc c'est dirigé par un président qui est le copain de service ou la copine de service qui souvent en plus se dévoue parce que personne ne veut voilà. Donc un conseil d'administration qui se tient avec voilà, tout simplement aussi des problèmes de compétences. Donc je reviens à cette question de la sensibilisation, de la formation qui me semble absolument essentielle pour le spectacle vivant et pouvoir traiter, je dirais, l'immense majorité silencieuse qui vit ces VHSS. C'est-à-dire que cette sensibilisation, elle doit pouvoir atteindre le cœur battant de la création qui se situe aussi dans les compagnies.
Moi, j'aimerais venir aussi sur des cas un peu particuliers qui ont été abordés dans le cadre de cette commission. Je pense par exemple à Yacine Bellatar ou à d'autres, Cobert par exemple, etc. Est-ce que vous aviez connaissance de ces cas-là et en tant que ministère, avez-vous eu connaissance de ces cas? Avez-vous notifié au ministre en exercice les témoignages dont vous aviez été récipiendaire, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et sur ces cas-là, est-ce que l'information circule? Alors, sur les cas dont vous parlez précisément, en ce qui me concerne, non. Par contre, nous avons été saisis il n'y a pas très longtemps par le témoignage de plusieurs femmes et nous avons donc diligenté un article 40 pour signifier aussi, c'est aucun des cas dont vous avez cité, pour signifier aussi à la structure employeuse que nous avions pris très au sérieux le témoignage qui avait été fait directement auprès de nous et pour aussi que la structure prenne la mesure et mette en œuvre les moyens, notamment d'enquête, nécessaires. Donc c'est vrai que par rapport à cette question de comment on fait remonter, enfin c'est comment les choses nous arrivent ou comment en tout cas nous en sommes prévenus. Vous posiez aussi la question par rapport à la cellule d'audience tout à l'heure, pardon. La cellule d'audience, quand il y a un fait grave, elle prévient le ministère de la Culture. Donc quand il y a vraiment un fait grave et qu'elle sent qu'il est nécessaire que le ministère de la Culture prenne des mesures rapides, elle prévient le ministère de la Culture. Voilà. Mais après, évidemment, la cellule d'audience fait aussi, et nous le faisons aussi, avec les victimes. C'est-à-dire que déposer un article 40, c'est quand même prévenir les victimes de ce à quoi elles doivent s'attendre, y compris de sortir de l'anonymat. Et si elles n'y sont pas prêtes, c'est aussi... Alors on peut faire un article 40 en préservant l'anonymat des victimes. Hein. Oui, tiens à le dire, oui. Moi ça m'est déjà arrivé. Bien sûr, mais c'est quand même... Il y a un moment donné où le procureur ne va Bien pas sûr. y porter la même... Bien sûr. Là, vous avez parlé du ministère. Vous n'avez pas parlé du ministre ou de la ministre. Pourriez-vous nous dire si vous remontez ces cas au ministre en exercice? Alors, en l'occurrence, l'article 40 dont je vous parle, qui est récent, qui date de l'automne, la ministre a été prévenue et elle a même souhaité que l'ensemble du dossier lui soit transmis. Enfin, moi. Monsieur Maille. Quand nous avons eu à connaître de situations de harcèlement sexiste et sexuel ou de violence sexuelle dans les établissements dont j'ai la responsabilité, qu'il a été établi qu'une enquête devait être déclenchée, ça a été systématiquement remonté à la ministre, en effet. Quand nous avons déclenché un article 40, ils ont été systématiquement remontés à la ministre. Et quand nous nous sommes interrogés sur l'opportunité de déclencher les articles 40, les situations ont été systématiquement remontées au cabinet du ministre. Et je peux vous dire que tant Mme Bachelot que Mme Dati nous ont demandé systématiquement, quand c'était possible, quand les victimes en étaient d'accord, de mettre en place les procédures et d'aller aussi loin qu'il était nécessaire. Merci, monsieur le rapporteur. Sur cette question, qui est une question importante, c'est audience reçoit des témoignages, elle peut recevoir des témoignages anonymes aussi. Et c'est assez embêtant de se dire que parfois il y a des témoignages anonymes de faits graves. Donc, comment on peut imaginer régler ça? Et alors, avec un autre sujet sur audience, aujourd'hui, audience, ça peut être un indicateur de signaux de dysfonctionnement. C'est-à-dire que si une scène, un théâtre, une école, il y a 50, j'exagère, mais 5 appels qui sont sur ce lieu-là, est-ce que vous avez la capacité de vous dire est-ce que là, il faut qu'on fasse quelque chose? Et est-ce que vous l'avez déjà fait? C'est le premier point. Et puis après, j'aimerais bien revenir sur la question de l'anonymat, enfin pas de l'anonymat, mais sur la question de comment vous gérez la volonté de la plaignante ou pas d'aller devant la justice. Alors, vous savez que pour la cellule d'audience, en tout cas pour les psychologues cliniciens et pour les avocats, la question du secret professionnel est une question majeure. Donc, en fait, évidemment,
Il n'est pas question d'obliger la personne qui témoigne, que ce soit une victime directe ou un témoin, à sortir de l'anonymat. C'est très compliqué. La question peut être de l'accompagner pour prendre conscience d'abord de ce qui s'est passé, de la capacité qu'elle peut avoir à mettre un nom sur ce qui s'est passé et de passer à une phase, effectivement, de sortie de l'anonymat et de démarche, quelle qu'elle soit. Encore une fois, ce n'est pas forcément tout de suite une plainte qu'elle assume elle-même. Donc ça, je pense que c'est très difficile quand même d'imaginer qu'on puisse faire quelque chose si vraiment la victime ou la personne qui témoigne nous dit « je ne veux pas que mon nom apparaisse », etc. Très clairement, quand Audience a un certain nombre de cas qui concernent la même structure, il prévient le ministère de la Culture qu'il y a un sujet. Voilà. Si le ministère de la Culture est en tutelle de l'établissement, parce qu'Audience, ils interviennent aussi dans un secteur privé. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que cette question, elle se pose. Vous avez raison, parce qu'en fait, c'est quand même très compliqué dans la mesure où la première chose qui est dite aux personnes qui appellent, c'est qu'elles sont totalement libres, qu'elles peuvent rester anonymes si elles le veulent, que les propos qui sont tenus là ne sortiront pas de là, etc. Du coup, c'est quand même très difficile pour Audience de savoir à quel moment ils s'autorisent à ce genre de démarche. Mais en tout cas, c'est un sujet de dialogue entre nous sur, évidemment, il faut pouvoir agir quand il y a un nombre important ou quand il y a des faits qui sont gravissimes. Mais là aussi, je pense que le travail qu'ils font, c'est plutôt d'inciter les personnes à se regrouper aussi dans une plainte ou à sortir de l'anonymat parce que c'est trop grave et qu'il y a une nécessité, il y a un danger réel, y compris pour les autres personnes de la structure. Deux petites remarques là-dessus, parce que j'ai eu à monter des cellules dans les universités, et notamment dans l'université de Lille, et nous avions ce même problème, c'est-à-dire que lever l'anonymat limite la parole, et l'anonymat empêche la sanction. Donc en fait, c'est un dilemme. Et donc nous avions mis en place deux structures parallèles. La cellule d'accompagnement des victimes, qui, elle, confirme et assure l'anonymat des victimes, mais signale quand même le nombre de cas, la typologie des cas, etc. Et cette cellule d'accompagnement des victimes mettait tout en place pour qu'il y ait un lien avec la cellule d'investigation et d'enquête, et donc proposer à la victime de manière régulière de pouvoir elle-même témoigner auprès de cette cellule d'investigation pour qu'il puisse y avoir sanction, et qu'elle le faisait de manière régulière, c'est-à-dire pas une seule fois au moment où le témoignage est reçu, mais de manière régulière pour que même quand elle va mieux, eh bien, elle puisse entendre qu'une sanction puisse être nécessaire. Donc en fait, ça permettait de distinguer les deux, mais d'avoir quand même des liens réguliers, parce qu'en effet, c'est le sujet. C'est-à-dire que pour des victimes qui veulent rester anonymes, quelle est la part? Parce qu'il y a quand même une responsabilité des établissements, une responsabilité y compris pénale. Et la deuxième chose que je voudrais dire, parce qu'on repose beaucoup sur les victimes et la capacité qu'elles ont ou pas à garder les preuves, les indices, etc. Je rappelle quand même que la plupart des agresseurs ont un mode opératoire, un modus operandi, qui fait qu'on peut aussi aller chercher d'autres victimes potentielles si on identifie un peu le modus operandi avec lequel ils effectuent les crimes et délits dont ils seront coupables. Mais c'est vrai que les associations quand même qui existent ont aussi un peu ce rôle. C'est-à-dire qu'à côté de la cellule d'audience, et parfois avant la cellule d'audience, il y a aussi des associations qui recueillent la parole, qui aident aussi à faire un travail de conscientisation, enfin de réalisation des faits qui ont été subis. Voilà. Et donc, ces associations, pour moi, elles sont aussi dans cet espace entre une démarche consciente et la nécessité de parler, en fait. Donc, c'est vrai que ces associations, pour moi, elles sont aussi extrêmement importantes dans le travail de résilience ou d'entretien. C'est un peu ce que vous expliquez par rapport à votre expérience de cellules à l'université, c'est-à-dire qu'elles gardent le lien, même quand la personne a fait une démarche. Monsieur le rapporteur. Justement, est-ce qu'on pourrait imaginer, dans le cadre du renforcement d'audience, qu'il y ait un accompagnement qui puisse être déclenché, un accompagnement psychologique aussi à côté de l'accompagnement d'un avocat? Il y a déjà? Oui, c'est vrai qu'il y a déjà, il nous avait dit, oui.
Oui, mais est-ce que c'est suffisant sur des cas graves? C'est une question qui peut se poser, évidemment. Sur audience toujours, et sur l'interaction avec les structures sur lesquelles il y a des signaux faibles. Vous nous avez dit que c'était déjà arrivé, mais est-ce que sur des structures dans le cadre privé ou associatif, vous avez est-ce que vous sont faites ces remontées à vous? C'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement autorité parce que c'est du privé, mais est-ce qu'elles vous sont faites? Et deuxième question, j'en profite là maintenant, sur l'accompagnement des victimes dans le cadre, vous savez, quelqu'un qui est victime et qui, dans le privé, il y a les prud'hommes, il peut toucher des dommages et intérêts. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre connaissance, ce dispositif prud'homal a pu être déclenché pour, par exemple, des intermittents du spectacle? Pour ce qui concerne l'audience et l'accompagnement psychologique, je crois qu'il faut distinguer deux accompagnements. L'accompagnement essentiel est du début, qui permet à une victime de se rendre compte qu'elle a été victime et qu'on lui a fait subir les actes de harcèlement ou des violences sexuelles. Parce que là, c'est effectivement un moment de déclenchement et d'accompagnement du traumatisme. Ensuite, il y a un second temps, qui est le temps d'accompagnement plus long et progressif, qui permet à la victime de porter sa parole, de porter une action et de se réparer. Et là, on bascule dans quelque chose, effectivement, qui nécessite un accompagnement plus long et qui nécessiterait probablement que les dispositifs de prévoyance soient améliorés. Pour ce qui concerne les intermittents, je voudrais aussi rappeler quelques éléments. Le spectacle vivant et enregistré, c'est 188 000 salariés permanents et 110 000 intermittents. Donc mais qui, par ailleurs, Jean-Philippe l'a souligné, dispose aussi de représentants syndicaux qui sont amenés à apporter leur parole et à apporter une intermédiation. Et je peux témoigner sur le fait que dans le spectacle vivant, la représentation syndicale est heureusement assez développée pour contrebalancer cette asymétrie entre l'employeur et les salariés. Puis, dernier élément, les artistes-auteurs. 330 000 artistes-auteurs. Alors, parmi eux, il n'y a peut-être qu'un tiers qui tire l'essentiel de cette revenu, de cette activité. Ils sont beaucoup plus isolés. Leur accompagnement est beaucoup plus fragile. Et là-dessus, je reconnais que nous avons des choses plus importantes à faire, et on s'y emploie dans le cadre du plan artiste-auteur, dont j'ai la responsabilité au sein du ministère. Par ailleurs, je crois que j'ai oublié un élément de votre question. Bon, alors ça va. Merci. Madame Basilis. Pour compléter ce que dit Christopher, quand même, les conventions collectives et les avenants qui ont été faits sur les conventions collectives au privé et au public aident aussi quand même à travailler. C'est-à-dire, en fait, je ne sais pas s'il y a une solution. En fait, c'est un ensemble de solutions, puisque ces conventions collectives qui ont été unanimement signées par les partenaires sociaux, c'est pas très courant dans le secteur quand même que l'ensemble des partenaires sociaux se mettent d'accord sur un sujet. Et donc, il y a quand même cet outil-là qui est extrêmement important, qui permet quand même aussi de mobiliser les représentants des salariés. Après, par rapport à ce que disait Gwenola, je pense qu'il y a un vrai sujet de sensibilisation pour le coup, parce que ça ne peut pas être audience qui le fait, puisque ce ne sont pas des professionnels, mais des présidents et les présidentes. Parce qu'effectivement, il est important aussi que le président ou la présidente, même d'une toute petite structure, ne faiblisse pas ou aide la direction de la structure à dire oui, il faut prendre des mesures. Parce que parfois, il y a aussi une difficulté pour ces présidents et présidentes qui sont plutôt dans l'idée d'être bénévoles au service d'un projet, mais pas forcément de se retrouver en situation d'employeur qui va au prud'homme, de comprendre aussi ce qu'il faut faire et de savoir comment agir. Donc je pense qu'il y a une question de sensibilisation à tout le moins, à défaut d'une formation en bonne et due forme, à faire aux présidents et aux présidentes. Oui. Et après, je pense qu'il y a quand même, pour libérer la parole, en dehors d'une information massive, il y a quand même encore une fois, une formation massive. Et oui, bien sûr, il faut former les équipes techniques. Bien sûr, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui sur les tournages en cinéma. Les équipes techniques ont massivement répondu
à la possibilité de se former. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que c'était le moyen de continuer à travailler. C'est une forme de certification nouvelle. Donc en fait, oui, il faut former les équipes techniques qui sont beaucoup plus présents sur les moments de tournage, de tournée, de répétition nocturne, etc. Oui, il faut former idéalement toutes les équipes, les équipes de médiation, les équipes de relations publiques. Enfin, ça va prendre du temps, mais c'est vrai que c'est une formation généralisée qui, à un moment donné, amènera une plus faible tolérance, voire une tolérance zéro à un certain nombre de faits, y compris de faits sexistes, avant de parler de violence. Parce qu'en fait, il y a aussi comment un climat autorise un certain nombre de dérives. Et déjà, par rapport aux formations que propose le CNC aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de faire les vôtres, mais j'imagine que c'est celles qui sont faites pour répondre à vos obligations au CNM. Et le CNC avait quand même fait des formations ad hoc pour les producteurs. Ça permet quand même de bien fixer les idées. Oui, il y a des choses qui sont du domaine pénal et qui ne sont pas que des violences. Merci pour ces derniers mots parce qu'on arrive à la fin de cette audition. Je rappelle que vous pouvez compléter vos propos s'il y a des choses importantes qui n'ont pas été dites par des documents écrits que nous lirons évidemment avec beaucoup d'attention. Nous-mêmes, nous reviendrons vers vous si nous avons des questions complémentaires à la fin de ces auditions. Le rapport sortira en avril et merci beaucoup à vous pour la précision de vos mots qui a été très précieux pour éclairer nos travaux. Mais aussi de votre disponibilité, bien entendu, et à très vite pour les échanges futurs.